Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous présentons aujourd'hui notre nouveau cycle des conférences Le Printemps des Arts, un soir avec. Nous sommes en effet très heureux de vous accueillir ici ce soir à la Faculté de Lettres de l'Institut catholique de Paris pour cette première rencontre qui souhaite proposer de nouvelles occasions d'échange avec des personnalités majeures qui marquent l'histoire de l'art, des enseignants-chercheurs, des professionnels, des musées et du monde de la culture. Ces conférences, ouvertes à tous, souhaitent offrir l'opportunité aux étudiants et au public de s'initier à l'actualité de la recherche en histoire de l'art et à la muséologie à travers l'étude des figures et d'événements incontournables. Ce cycle sera ponctué par les interventions des protagonistes de notre discipline, à commencer ce soir par M. Rosenberg de l'Académie française, président-directeur honoraire du Musée du Louvre, et M. Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à la Sorbonne Université, aujourd'hui directeur de la mission des préfigurations du Musée du Grand Siècle. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants d'avoir accepté notre invitation pour l'inauguration de ce Printemps des Arts. Cette conférence sera suivie cette année par 4 autres rencontres qui, avec une cadence mensuelle, nous permettra de présenter l'œuvre de Titien au mois de mars, le 20 mars 2024, avec Stéphanie Amazon, qui est professeure d'histoire de l'art moderne et présidente du comité scientifique de la Fondazione Tiziano, et Michel Hockman, président de l'EPHE à Paris, puis Léonard de Vinci le 9 avril, avec Vincent Delievin du Musée du Louvre, commissaire de l'exposition monographique consacrée à l'artiste en 2019 et 2020. Nous aurons une soirée sur les années 30 le 24 avril 2024 avec le docteur Benjamin Couillot, puis le 29 mai, probablement une séance à Rouen sur Géricault. Nous remercions la Faculté de Lettres et notre doyenne, Cécile Collongeon, notre recteur, ainsi que la directrice du département d'histoire de l'art, Véronique Vassal, pour avoir soutenu ce projet, notre service de la communication, mais aussi les équipes qui collaborent à sa mise en place et à sa diffusion. Nous remercions également nos invités qui ont tous accepté d'être ici et de partager avec nous leurs réflexions sur des thèmes qui sont au centre de l'actualité de la recherche en histoire de l'art et surtout qui les passionnent. Je me permets donc de laisser la parole maintenant à ma collègue, Madame Alicia Damsac, maître des conférences en histoire de l'art moderne à l'Institut catholique de Paris, pour introduire nos invités, notre séance de ce soir. Merci chère Laura, et merci d'avoir contribué aussi à ces premières rencontres, à cette première édition donc, du Printemps des Arts, un soir avec Pierre Rosenberg et Alexandre Gady, ou autrement intitulé Un soir au grand siècle. Ça semble assez évident. Cher Pierre Rosenberg, cher Alexandre, au nom du département d'histoire de l'art de l'Institut catholique de Paris, nous tenons à vous remercier de nouveau, très chaleureusement, de nous faire l'honneur de votre présence. Pour cette séance inaugurale, cette première édition du Printemps des Arts dont vous êtes symboliquement les parrains, quoi de mieux que de parler du grand siècle, du beau XVIIe siècle français, devant un public nourri, enthousiaste, curieux et impatient. Je suis d'ailleurs vraiment ravie de retrouver des amis, des collègues et surtout de voir beaucoup de visages d'étudiants qui ont su comprendre la valeur de cette rencontre et qui, j'en suis certaine, sauront engager et nourrir les discussions avec leurs questions les plus pertinentes possibles. Mais avant cela, quelques mots sur nos invités de marque, d'honneur. Monsieur Pierre Rosenberg de l'Académie française, qui est un éminent historien de l'art à l'aura internationale. Il est l'un des plus grands spécialistes de l'art français et italien de l'époque moderne, spécifiquement du XVIIe et XVIIIe siècle. Monsieur Rosenberg s'est particulièrement intéressé à Nicolas Poussin, qui sera mis en valeur au sein du Musée du Grand Siècle, à Antoine Watteau, dont on a parlé ce matin avec certains d'entre vous, à Jacques-Louis David, évidemment. Figure indissociable du musée du Louvre, M. Rosenberg fut conservateur, puis chef du département des peintures, avant d'en devenir le président-directeur inoubliable de 1994 à 2001. Distingué par les plus grandes institutions et sociétés savantes à travers le monde, Pierre Rosenberg est académicien français, mais aussi membre de l'Académie du dessin à Florence, de l'Académie di San Luca à Rome, ou encore de l'Istituto Veneto des sciences, lettres et arts à Venise. Mais M. Rosenberg est aussi curieux,
collectionneur et à ce titre, sa collection de peintures, de dessins, d'animaux de verre de Murano est au cœur du futur musée du Grand Siècle dont nous parlera Alexandre Gady et M. Rosenberg, dont nous parlerons. Alexandre Gady, comme l'a spécifié ma collègue Laura, est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste véritablement incontournable de l'architecture française du XVIIe siècle. Il a travaillé notamment sur Jacques Lemercier, Jules Hardouin-Mansart, le patrimoine architectural parisien, les hôtels particuliers, le Val-de-Grâce ou encore l'Hôtel Royal des Invalides. Alexandre Gady fut directeur du Centre André Chastel de 2014 à 2018 et donc depuis 2019, il dirige la mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle qui ouvrira prochainement à Saint-Cloud. Et à ce titre, il nous racontera donc ce projet ambitieux, de longue haleine et extrêmement attendu. Je laisse donc la parole à M. Rosenberg, puis à M. Alexandre Gady, en les remerciant de nouveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Poussin, puisque c'est de Poussin que j'aimerais parler. J'aime beaucoup parler de Poussin, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais essayer justement de faire en sorte que ce soit Poussin qui ait la priorité. C'est un vieil amour. Je dis tout de suite que c'est pour moi le plus grand peintre français de tous siècles confondus. Vous pourrez tout à l'heure me contredire sur ce point. Est-ce que vous allez proposer Cézanne? Est-ce que vous allez proposer, je ne sais pas qui vous allez proposer, on verra bien. En tout cas, pour moi, c'est le plus grand peintre français de toute l'histoire de notre peinture. Avec ce problème évidemment difficile à aborder, qui est qu'il n'est pas populaire. C'est un peintre difficile qui a mis la barre très haut. Il n'est pas populaire. Il demande qu'on lui consacre beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps devant chaque tableau de Poussin pour en comprendre la richesse, les beautés. C'est un peintre. Ce temps déjà, Bernin, quand il est à Paris en 1665 et qu'il voit les Poussins qui appartenaient à l'époque à Chanteloup, le dit. Il se met à genoux devant un tableau, il le regarde pendant un quart d'heure et avant de dire Monsieur Poussin est quelqu'un qui travaille de là, Monsieur Poussin et qualcuno che lavora di là. Donc c'est un peintre difficile et je crois que les temps sont malvenus pour justement le consacrer devant ces tableaux le temps nécessaire. Je m'en veux un peu, si vous voulez, qu'au Louvre, il y a tant de Poussins ensemble. À mon avis, il y en a trop ensemble. J'espère qu'il n'y a pas de conservateur des peintures qui est en train de m'écouter, mais d'autant plus que tous les efforts des conservateurs des départements des peintures avec les siècles ont consisté à augmenter le nombre de ces tableaux. Mais c'est vrai qu'il faudrait en fait n'aller au Louvre que pour regarder un tableau, pour regarder les saisons. Il faudrait... on veut tout voir quand on va au Louvre, et pour Poussin, c'est la mauvaise technique. La bonne technique, c'est vraiment un tableau, et avec évidemment une petite préparation pour ce qui est de l'iconographie, les ambitions du sujet. Donc, je reviens au point de départ. Je me suis intéressé à Poussin déjà très jeune. J'ai fait une exposition Poussin en 61 à Rouen. J'en ai fait plusieurs par la suite. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de mettre la dernière main au catalogue raisonné de l'œuvre peinte de Poussin. J'ai déjà fait le catalogue raisonné des dessins. Mais l'œuvre peinte, ça devrait... Nous en sommes vraiment... J'ai ce matin passé un long moment à regarder la maquette définitive des 92 premiers numéros du catalogue raisonné pour voir s'il fallait déplacer tel détail, etc., etc. Donc la fin approche. J'espère que grâce à ce livre, la popularité de Poussin croîtra. Pour l'instant, je répète, c'est un peintre difficile si on le compare aux autres grands génies du XVIIe siècle. C'est pas Rubens, c'est pas Rembrandt, c'est pas Velázquez, mais c'est la même ambition et surtout la même conviction que la peinture est capable de dire les mêmes choses que la littérature ou la musique. Poussin, à cet égard, a sans doute été celui qui a poussé la réflexion la plus approfondie sur cette capacité que la peinture a de nous émouvoir et à traiter les mêmes sujets que ceux des grands écrivains. Donc Poussin, voilà, je l'ai toujours aimé. Et il y a quelques années, sa ville natale, enfin il est né aux Andelys en 1594, il y a quelques années, il s'est trouvé que dans sa ville natale, un très beau bâtiment, magnifique bâtiment, qui était devenu un hospice ou un hôpital, devait être évacué, s'avérait occupable. Enfin, c'est très mauvais ce que je viens de dire au point de vue français, mais ça fait rien. Donc ce bâtiment m'avait paru idéal pour qu'on fasse à la ville natale de Poussin un musée Poussin. Les négociations avaient pas mal avancé.
le maire des Andelys était très favorable. Plusieurs élus départementaux voulaient se lancer dans le projet. Franchement, à un certain moment, on pouvait croire qu'il se réaliserait, mais le département de l'Eure, le département des Andelys, a constaté qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour réaliser ce musée, d'autant plus qu'ils avaient déjà sur les bras le musée de l'impressionnisme, etc. Ils avaient plusieurs grosses dépenses culturelles à affronter et qui ne leur permettaient pas de faire le musée. Donc le projet Musée Poussin aux Andelys est tombé à l'eau, comme on dit, et ne s'est pas fait. Je ne sais d'ailleurs pas ce que va devenir le bâtiment qui maintenant, je crois, a été libéré du point de vue du ministère de la Santé, mais j'espère que ce bâtiment c'est un magnifique bâtiment, vraiment méconnu, du 18e, mais dans une architecture 17e, très différente de celle du musée du Grand Siècle, ça on peut le dire. Ça on peut le dire. Donc le projet a été abandonné, et à ce moment-là, le hasard a fait que j'ai pu rencontrer un homme politique assez connu, Patrick Devéjean, qui aimait Poussin. Au moment de l'exposition Poussin du Grand Palais en 1994, je l'ai promené dans l'exposition. Il y est retourné au moins une fois par semaine et il est, comme on dit, tombé dans la marmite Poussin. C'est-à-dire que cette barrière très difficile qui fait que c'est un peintre dans lequel on n'entre pas comme on voudrait, c'est évidemment... si vous voulez, pour faire une opposition d'un nom que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est le contraire de Caravage, qui est une peinture extrêmement violente, très directe, qui vous prend aux tripes tout de suite. Chez Poussin, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est l'idée, c'est l'invention qui compte. Donc voilà, Devéjean est tombé dans la marmite, et à un certain moment, et là c'est là qu'intervient très rapidement Alexandre Gady, il a pris le relais. Et il s'est investi dans ce projet corps et âme. C'était pour lui vraiment une de ses ambitions. Et là, il nous est arrivé, je dis bien nous, un grand malheur, c'est qu'il a été une des premières victimes du Covid. Il a été, dans les 15 premiers jours, je ne sais plus très bien les dates, victime du Covid. Et pour nous, à ce moment-là, il faut bien le reconnaître, l'idée que le musée puisse se faire n'était pas évidente. Je vous passe la parole. Merci monsieur, mais je pensais que vous diriez plus longtemps des choses sur ce musée qui est aussi le vôtre. Je voudrais remercier nos hôtes, pour cette très sympathique opportunité qui nous est offerte de parler du projet. Je suis aussi sensible au fait d'être dans un lieu d'enseignement parce que c'est quand même mon métier d'origine. D'ailleurs, c'est intéressant de passer de l'université au monde des musées. On est toujours dans la transmission, mais avec des moyens un peu différents. Je voudrais aussi remercier M. Rosenberg parce qu'il a eu l'idée un peu folle de me proposer de l'accompagner dans cette aventure, alors que, comme historien de l'architecture, je ne comprends rien à la peinture, et encore moins à Poussin, ayant des préférences pour des artistes beaucoup plus scandaleusement... Vous y viendrez. Des peintres plus faciles comme Champagne, Lebrun, voilà. Donc, en tout cas, effectivement, la rencontre alchimique qui a eu lieu entre M. Rosenberg et Patrick Devéjean, on l'a vécu, ça a été un moment extraordinaire, parce que Patrick Devéjean avait beaucoup d'appétence pour tout ce que nous appelons d'un mot un peu compliqué, la culture. J'ai mis cette photographie que j'aime beaucoup parce que c'est une conférence à la Maison de Chateaubriand, qui est un des établissements du département des Hauts-de-Seine. Et c'est Patrick Devéjean qui fait la présentation du conférencier du soir qui s'appelle Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, qui vient parler de Chateaubriand au moment du grand cours qu'il a donné au Collège de France, qui a été une de ses plus éblouissantes leçons. Et voilà, dans l'assistance, vous reconnaissez peut-être le député actuel des Hauts-de-Seine, Jean-Louis Bourlange, qui est aussi un esprit très distingué. On est là dans le monde de commentaires, la revue Commentaires, Jean-Claude Casanova, et les élèves de Raymond Aron, dont Patrick Devéjean a été lui aussi un élève au sortir de ses études, à une époque où il est à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et comme il le disait souvent d'une formule assez belle, Raymond Aron a converti en moi la boue de l'extrême droite en or de la démocratie libérale. Voilà, c'est une formule assez frappante. Et si je parle ici de ça, c'est parce qu'il y a une longue explication intellectuelle au fait que la rencontre avec M. Rosenberg a été si électrique, et que cette passion qu'il avait pour la peinture française, y compris pour Poussin, elle venait de très loin, et elle venait de la camaraderie entre les étudiants. On revient aux étudiants qui suivaient le maître. Raymond Aron avait une fille, Dominique, qui est toujours vivante, Dominique Schnapper, qui a épousé un jeune historien d'art qui est là, Antoine Schnapper,
qu'on a tous, pour la plupart de ceux qui ont un tout petit peu plus de 20 ans, on a tous connu, qui était professeur à la Sorbonne et qui était un grand spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle. Et ils faisaient ensemble ce que M. Rosenberg recommande beaucoup plus que d'aller à l'école du Louvre, à la Cato ou à la Sorbonne, c'est d'aller au Puce et à Drouot pour acheter des œuvres d'art avec son argent, prendre un risque, se tromper, lutter contre l'ennemi le plus extraordinaire qu'on a quand on va aux enchères, c'est soi-même. L'adrénaline, le goût, le mauvais goût, la folie de dépenser l'argent pour acheter des œuvres dont on n'a pas besoin, mais dont on a évidemment besoin. Et donc ils achetaient ensemble, et de là est née une collection de dessins et de tableaux du XVIIe siècle autour de Poussin. Ils ne pouvaient pas s'offrir un tableau de Poussin, ça reste quand même des prix relativement éloignés des possibilités classiques, on va dire. Mais en revanche, il a constitué une belle collection, et c'était la partie de son jardin secret. Tout le monde savait sa passion pour Tocqueville, sa passion pour la lecture, sa passion pour les idées politiques, Raymond Aron, la revue Commentaire dont je parlais, la musique, la scène musicale à Boulogne-Billancourt, c'est lui qui l'a voulu, une salle de rang national. Il avait toujours une vision comme ça qui allait au-delà des frontières de ce département qu'il aimait tant. Il était d'Antony, c'était le maire historique d'Antony. Et donc, dans toute cette culture qu'il avait déployée et dont il avait soutenu la diffusion, profitant des moyens importants du département des Hauts-de-Seine, importants à l'époque, parce qu'entre-temps, la crise du Covid et maintenant la crise immobilière a un tout petit peu changé la donne. Je ne passerai pas parmi vous avec la CBI, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, ça a un peu changé. En tout cas, il a beaucoup mis d'argent dans la culture, mais on ignorait ce jardin secret-là. Et la proposition de M. Rosenberg, très généreuse, de faire la donation, non pas aux Andelys, où ça n'a pas fonctionné, mais au département des Hauts-de-Seine, a permis la création du musée du Grand Siècle. Voilà, alors, normalement, je fais cette conférence très souvent sans M. Rosenberg. Donc je suis confus, monsieur, vous avez dit que vous n'aimiez pas qu'on parle de vous, mais je vais quand même montrer cette photo où vous êtes dans le bureau du président de Devedjian, c'est quelques semaines avant sa mort. Patrick Devedjian a attrapé le Covid au moment où il avait encore la campagne électorale des municipales de 2020. Hein. Et donc, hélas, il est mort le 28 mars dans la nuit, à un moment où les traitements des premiers cas étaient faits de manière assez brutale, parce qu'on ne savait pas comment faire autrement, tout simplement. Et il a eu le temps, avant sa mort, de lancer l'opération du musée du Grand Siècle. Et il faut dire que, je ne sais pas s'il y a un dieu pour les musées ou un saint protecteur des musées, mais en tout cas, le nôtre a beaucoup travaillé. D'abord parce que Patrick Devedjian a lancé l'opération de manière suffisamment forte pour que le département des Hauts-de-Seine, l'exécutif qui lui a succédé, suive ce projet, fasse confiance à cette donation, à cette ambition. Et donc il faut citer ici le président Georges Siffredi qui a fait sien ce projet, hein, qui n'était pas du tout son monde et sa culture, mais il a voulu ce projet par fidélité à la mémoire de Patrick Devedjian, à sa vision aussi, hein, il faut bien le dire. Et puis entre-temps, Patrick Devedjian a eu l'idée extraordinaire de nous donner 2 bâtiments pour nous lancer, hein, pour faire le projet. Alors, M. Rosenberg a dit tout à l'heure une chose avec laquelle je suis exceptionnellement un tout petit peu en désaccord. Il a dit que c'est très différent des Andelys. Il y a 2 points communs. D'abord, la Seine. On est aussi au bord de la Seine. Alors évidemment, c'est Saint-Cloud et ce n'est pas les Andelys. Hein. C'est un tout petit peu plus bétonné autour, hein, si vous voulez. Et par ailleurs, c'est un grand bâtiment. Aux Andelys, c'était un hôpital général ou un hôpital devenu une maison de retraite. Ici, c'est une grande caserne devenue la direction générale de l'armement et des bureaux. Mais c'est un grand bâtiment utilitaire en face du fleuve, avec son jardin. Et puis, l'idée de Patrick Devedjian, c'était qu'il fallait faire un grand musée et pas un petit musée. Ça aussi, c'était intéressant, cette vision. Au fond, on pouvait faire une petite chose, et puis voilà. Non, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très ouvert, de très large, pour tous les publics, parce que c'était évidemment un investissement colossal pour le département des Hauts-de-Seine. Hein. Le projet du musée du Grand Siècle, aujourd'hui, est chiffrable autour de 150 millions d'euros d'argent public. Donc ça veut dire quand même, évidemment, qu'il faut que ce soit voté d'abord par les élus, qu'il y ait un accord politique et social pour ce musée. Mais ça veut dire aussi que ça ne peut pas être réservé à une toute petite élite de gens qui seraient très spécialistes de peinture 17e et très amoureux de 3 ou 4 noms. Ça ne peut pas être ça, ça ne pouvait pas être ça. Et puis donc ce bâtiment nous a été affecté au mois de juin 2019 en arrêtant un projet. Là aussi on voit les grands hommes politiques. Il y avait un projet, il a été arrêté net parce qu'il a pensé que ça ne pouvait être que là.
Et puis un deuxième édifice que certains ont peut-être croisé si vous vous intéressez au projet du musée, c'est à Sceaux, le petit château de Sceaux qui se trouve dans le parc du domaine départemental de Sceaux, qui a été sauvé il y a un siècle. On a fêté cette année le sauvetage en 1923 du parc de Sceaux. Quand on va à Sceaux aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une seconde que ça ne serait pas aujourd'hui un parc aussi important, mais ça aurait pu être complètement découpé par des promoteurs pour faire des pavillons ou des bars de logement dans les années 30. Donc c'est un véritable miracle. Et dans ce parc, il y a un petit château, un bâtiment qui lui est du XVIIe siècle, ce qui n'est pas le cas de la caserne royale de Saint-Cloud. Un bâtiment de 1660 fait pour un notaire parisien qui était un affairiste, qui est d'ailleurs mort au moment du chantier. Et là, c'est la façade sur le jardin. Donc nous sommes abrités pour l'instant. La préfiguration se trouve abritée dans cet endroit. L'idée que nous avions avec le président Devedjian, c'est qu'il fallait un lieu pour incarner un projet qui était quand même à une échelle de temps très courte, et on le mesure tous les jours dans l'équipe, mais très lointaine pour le public, parce que quand on dit 25, 26 aujourd'hui, ça paraît... Alors ça se rapproche, mais à l'époque, en 2019, 25, 26, ça paraissait très loin. Donc un lieu pour incarner le projet auprès du public, pour accrocher déjà sur les cimaises des œuvres de la donation Rosenberg qui viennent par roulement grâce à des expositions. Il y a en ce moment l'exposition sur les animaux de verre de Murano que M. Rosenberg a eu la gentillesse de nous prêter, une centaine de pièces exceptionnelles. Et puis aussi accrocher au mur les acquisitions que nous faisons, car c'est aussi de l'argent public, et donc il fallait que le public puisse les voir. Mais aussi recevoir des journalistes, des groupes, des mécènes, des étudiants, parce qu'on a déjà mis en place une structure qui permet d'accueillir des étudiants. J'y viendrai, il y a un centre de recherche avec une salle de conférence, et on a déjà fait un premier colloque. Curieusement, le thème de ce colloque était Nicolas Poussin et le Louvre. Bon, là, je ne sais pas, il y a un responsable, mais qui? C'est pas moi. Et donc, un colloque qui sera publié cette année, les actes, pardon, en seront publiés cette année. Voilà, ça c'est une photographie qui est prise le jour hommage à Patrick Devedjian. On n'avait pas pu lui rendre hommage au moment du Covid à cause du confinement, bien sûr. Et donc, le 25 septembre, il y a eu une grande journée d'hommage et le président Siffredi avait souhaité que la signature de la donation se fasse ce jour-là. Ça aussi, c'est une photographie que je montre normalement en l'absence de M. Rosenberg. C'est une photographie qui me touche beaucoup parce que c'est un geste magnifique ce qu'a fait M. Rosenberg. Il n'a pas donné sous réserve d'usufruit après moi le déluge, il a donné de son vivant. C'est ça qui est extraordinaire, cette générosité-là, il faut la souligner. Et l'épais document qu'est en train de signer le président Siffredi, c'est l'inventaire complet de la donation. 700 peintures, 3500 dessins, 680 animaux de verre, et chaque pièce est listée avec un prix, parce qu'il y a une donation. Donc tout ça, les notaires ont beaucoup travaillé. Et donc, à partir du moment où le président a posé le stylo, c'est performatif, ça devient une collection publique. Hein, voilà, donc c'est quelque chose pour nous, évidemment, ce jour-là, c'est la naissance du musée. Hein, c'est vraiment ce jour-là, l'acte de naissance. Tout ce qu'on avait fait depuis mars 2019, depuis votre rencontre avec Patrick Devedjian, 1 an et demi plus tard, ça se concrétise par cette donation. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans la collection, parce que je ne veux pas tout déflorer, mais la collection de M. Rosenberg, elle est composée de 3 corpus, comme je viens de le dire. Et vous pouvez m'interrompre, monsieur, hein, j'espère que vous allez le faire. Un corpus de peinture, là j'ai choisi, peut-être, c'est la Saint-Valentin, en hommage à mon épouse, spécialiste de Charles Lebrun, un tableau de Charles Lebrun, Saint-Louis en prière, qui n'est pas un portrait de Saint-Louis, évidemment. Hein. Charles Lebrun a peint ce tableau pour Claude Lepelletier, le prévôt des marchands devenu contrôleur des finances, et c'est le tableau qui était dans sa chapelle à Villeneuve-le-Roi. Il s'agit évidemment d'une image de la monarchie. Hein. Le roi est en habit de sacre, en train de prier devant la croix et les reliques qui sont celles de la Sainte-Chapelle. Et donc on est devant la mystique politico-théologique de l'Ancien Régime, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour le musée. Hein. Ce n'est pas un musée dont les sujets sont faciles. On a déjà un peu dit tout à l'heure avec Poussin. Des dessins, là j'ai choisi un très beau dessin de Jacques-Louis David hein, pour Brutus et les corps morts de ses fils ramenés par les licteurs, qui est au Louvre. Un dessin pour le groupe des femmes, un dessin préparatoire que nous avons prêté avec M. Rosenberg au Metropolitan Museum de New York il y a 2 ans maintenant pour l'exposition David. Et puis les animaux de verre. Avec, ici j'ai choisi l'éléphant de Martinuzzi. Napoléon et Martinuzzi, c'est un grand artiste qui a travaillé à Murano. Je ne vous dis pas les prix des œuvres parce que ce serait très vulgaire, mais la plus chère n'est pas celle que vous croyez. Hein. Voilà. Alors, quand Patrick Devedjian et Pierre Rosenberg m'ont fait la confiance de me choisir et m'ont proposé de réfléchir à ce musée, je me suis trouvé devant une situation assez compliquée parce que M. Rosenberg ne collectionne pas que le XVIIe siècle, vous l'avez compris. Il collectionne très largement toutes les périodes, hein, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle inclusivement, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué de donner un sens, à moins qu'on
on ait voulu faire un musée Pierre Rosembert, il fallait trouver un sens à tout ça. Et donc, on a réfléchi tous ensemble, hein, on était plusieurs à trouver, à chercher plutôt avant de trouver la solution. Et nous étions aussi devant une difficulté qui était très différente de celle des Andelys. Hein. C'est qu'à la différence des Andelys, où vous étiez magnifique et superbe dans un environnement un peu isolé, à Saint-Cloud, on est à 12 km de Versailles, 12 km du Louvre, et on est dans un environnement hyper concurrentiel, évidemment, en termes de musées, d'offres culturelles, comme on dit aujourd'hui, d'une expression que j'aime pas beaucoup. Et donc, il fallait donner un sens à cette donation extraordinaire, qui comprend également une bibliothèque de 50 000 ouvrages et la documentation de travail et de recherche de Pierre Rosembert depuis tant d'années. Alors, j'ai choisi... Bien sûr. Une seconde. J'étais hier soir à l'inauguration de l'exposition de l'architecte Andreu, grand architecte, immense architecte. Et Andreu m'avait donné un dessin que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui, mais je vais le retrouver, pour montrer qu'il y aura en effet quelques dessins. Voilà, Andreu, je n'ai pas beaucoup... trouver un dessin d'Andreu au musée du Grand Siècle, ça va quand même surprendre. Oui. Ah, ça me touche beaucoup parce que j'ai connu Paul Andreu, pour qui j'ai une immense admiration. C'est un architecte majeur. Hein. Et si vous aimez prendre l'avion, c'est devenu moins à la mode ces temps-ci, paraît-il. L'aérogare 2F de Roissy, c'est une des cathédrales de béton de l'architecture française. Alors, dans cette variété dont M. Rosembert souligne à nouveau l'importance, on a cherché des lignes directrices. J'ai mis ces 3 photos. Normalement, M. Rosembert n'a pas le droit de les voir non plus. Hein. 3 photos des 3 lignes directrices qui nous ont paru pouvoir constituer le récit du musée, ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel, le PSC dans le jargon. Le premier, c'est l'homme du XVIIe siècle. Malgré cette curiosité qui va du Moyen-Âge au XXe siècle, Paul Andreu inclusivement, il y a quand même, vous le voyez ici, l'homme qui reçoit sous la grande piéta de Simon Vouet, qui provient, selon les recherches de notre collègue et ami Arnaud Brejon de Lavernier, de l'oratoire d'Anne d'Autriche au Palais Royal. Donc on est au sommet de la peinture française, là, hein, au milieu du siècle. Et donc le XVIIe, c'est quand même une des lignes de force, bien sûr, et de la collection, et surtout du travail de chercheur hein, et de conservateur de Pierre Rosembert. Même si Poussin est aussi accompagné par Watteau, Chardin, David, etc. La deuxième vraiment force, c'est le collectionneur, c'est la photographie qui est en haut à droite. Hein, Alors quelquefois, M. Rosembert dit brocanteur compulsif. Je cite cette formule que les gens aiment beaucoup, mais je la conteste absolument. En tout cas, cette idée de la collection, de l'accumulation, qui est quelque chose que le grand public aime beaucoup voir et dans l'intimité de laquelle il aime un peu pénétrer, même si ça reste toujours une part secrète, hein, assez difficile. Et puis la dernière photographie, c'est le chercheur. Hein. C'est l'homme qui croit et qui sait que l'histoire de l'art est une matière en fusion, en mouvement, comme toutes les sciences humaines, qu'un document peut changer la lecture d'un tableau comme la lecture de la vie d'un artiste, qu'on peut changer complètement son point de vue grâce aux recherches, nouvelles œuvres, nouvelles pièces d'archives, etc. Et donc, un 17e, un collectionneur et un chercheur. C'est ça qui nous a paru être les 3 lignes de force pour dessiner le musée. Et donc, on a proposé, enfin c'est un Honte Majesté pas totalement exclusif du jeu, dans une note d'intention en 2019, ce qui est devant vous, c'est-à-dire 3 entités tout à fait liées entre elles, hein, et qui portent un nom chapeau qui est Musée du Grand Siècle. Mais en fait, il y a 3 entités. Hein. Il y a d'abord ce musée du XVIIe siècle, qui est un musée de civilisation, et qui n'est donc pas un musée des beaux-arts. Ça, j'insiste beaucoup, hein, parce que souvent, on est approché par des grands marchands parisiens qui nous disent on a un tableau à 30 millions, unique, etc. Ce n'est pas du tout notre objet. Hein. D'abord parce que ce n'est pas les mêmes moyens que l'État, et ensuite, ce n'est pas du tout un musée des beaux-arts, parce que le Louvre a la plus belle collection de peinture française du XVIIe, et on ne fera jamais mieux que le Louvre. C'est le Louvre qui a les plus belles collections. Elles viennent du roi directement, donc là, on peut dire que le pédigré est assez parfait. Et donc, on ne va pas non plus essayer d'imiter Versailles. C'est pas Saint-Cloud, c'est la maison du frère du roi. On n'est pas chez le roi. Donc, on a proposé un musée de civilisation qui parle du XVIIe siècle en général, et pas seulement du roi, et pas seulement de la cour. Et on parle de la France entière, on parle des paysans, on parle du Code noir, on parle de la nourriture, on parle de la science, on parle bien sûr du roi. Et donc, c'est un musée de civilisation, un peu comme le font le musée de Cluny, le musée d'Écouen, le musée d'Orsay pour le 19e siècle. Voilà. Et là, c'est un parcours thématique où les arts sont mélangés, l'union des arts. Voilà. Ça a été de longues discussions avant d'arriver à ça. Et on a encore eu des collègues dans d'autres institutions qui nous ont reproché ces choix, qui sont des choix assez structurants quand même. Hein.
Voilà, ça tout à l'heure, si vous avez des questions, on pourra les défendre. Ensuite, le cabinet des collectionneurs, c'est la deuxième entité, c'est l'idée de garder justement la collection, l'accumulation que Pierre Rosenberg a pu réunir dans son esprit et dans son appartement, et garder justement cette proximité avec la personne qui a accumulé. Là, ça veut dire qu'on n'est plus dans une démarche d'histoire de l'art, ou d'histoire en l'occurrence. On cherche au contraire à garder une émotion, une intimité, à pénétrer dans cette logique qui est illogique. On achète un tableau à Drouot, on rentre chez soi, ça rentre nulle part, on en décroche un, on en pousse un autre, on enlève le cadre, on pousse le chat et la plante verte. Et donc il y a un environnement qui vient tout d'un coup donner une autre histoire que simplement accumuler des tableaux et les classer par école ou par siècle. Là, on a eu des discussions aussi qui ont frotté avec un certain nombre de collègues qui nous disaient mais il faut tout reclasser dans le bon ordre. Je ne crois pas du tout à ça. Et puis le centre de recherche, c'est-à-dire vraiment l'idée de poursuivre l'aventure de l'esprit qui est aussi la recherche fondamentale, avec un centre de recherche dont le responsable est dans la salle, Étienne Faisan, avec le cabinet des dessins, parce que le cabinet de dessin, ça ne s'expose pas évidemment comme des tableaux et des sculptures, il y a une fragilité du support, la bibliothèque et la documentation de travail de Pierre Rosenberg, et puis nous, on offre l'environnement, des bourses post-doc, une salle de séminaire, un auditorium, etc. Et là, on avait vraiment, à la fois de la part de Pierre Rosenberg et de Patrick Devedjian, cette volonté qui est cette prolongation du musée dans le centre de recherche et vice-versa. Aujourd'hui, les musées se dotent de centres de recherche. Versailles a été pionnier, maintenant le Louvre, maintenant Orsay. Et donc, on voit l'importance que ça peut avoir, cet échange permanent entre la recherche fondamentale et le musée. Si vous regardez mes trois entités, vous verrez qu'on va du très grand public, parce que le musée du grand siècle, il est fait pour des gens qui ne savent pas qui est Louis XIV, parce qu'on va approcher bientôt de ce niveau-là. Mais moi, comme enseignant, je ne suis pas là pour me désespérer que le niveau soit très bas, je suis là pour le monter. Donc, on ne va pas se désespérer, on va travailler. Voilà. Et donc, le grand public est très bienvenu, et tous les publics, pas seulement les amateurs de 17e. Le cabinet des collectionneurs, ce sera sans doute un public un petit peu plus pointu, qui aime mieux justement la peinture, le collectionnisme, etc. Et le centre de recherche, c'est vraiment pour le coup un public très ciblé d'étudiants en histoire de l'art. Tout le monde est très bienvenu, mais aussi de chercheurs confirmés, chercheurs invités, etc. Donc on essaye comme ça de couvrir les trois entités de ces publics, comme on dit aujourd'hui au pluriel. Et voilà donc comment va fonctionner cet ensemble qui est désigné par le terme de musée du grand siècle. Je ne sais pas si, monsieur, vous voulez ajouter quelque chose. La discussion sur le titre du musée était longue et que maintenant elle fait l'unanimité. Je crois que les discussions qui ont eu lieu pour le titre du musée, on comprend ont été longues, mais au contraire, ça marque les esprits. Alors ça c'est un des mystères. C'est bien peut-être de parler tout de suite de ça, parce que c'est vrai qu'on a été très... Alors on est en France, donc quand on a créé le musée, tout de suite on a été attaqué et critiqué. Bon, sinon c'est pas amusant. Et alors les gens ont commencé par ça. Ils ont dit le grand siècle, c'est l'apologie du XVIIe, vous faites la glorification de la France, le siècle des grands hommes, enfin le siècle de Louis XIV, tout ça, il y a des précédents. Perrault, Voltaire, enfin on n'est pas les premiers bien sûr sur le chemin. Alors pas du tout, je voudrais rassurer tous ceux qui sont très inquiets de ça, s'il y en a encore. Nous, on n'est pas des juges d'instruction, on est des historiens. Donc moi, je ne suis pas l'avocat de Louis XIV. Le musée n'est pas là pour faire l'apologie, ou d'ailleurs n'est pas là non plus pour critiquer absolument tout le XVIIe en le résumant, par exemple, à des questions polémiques qui sont à la mode. Je développe peut-être pas jusque-là, mais peut-être il y aura des questions tout à l'heure. On n'est pas un musée woke, et vraisemblablement, mon successeur fera ce qu'il veut, mais je ne crois pas que ce soit l'esprit du musée du grand siècle de se battre la coulpe. L'idée, c'est simplement qu'on est des historiens, et très modestement, comme on n'est pas des juges d'instruction, on veut comprendre et transmettre cette compréhension. On ne veut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et il y a un biais en ce moment qui se développe, je trouve. Alors à l'université, il y a un moment déjà, mais dans les musées, il y a un biais. Quand vous lisez les cartels des nouvelles salles de peinture française, du Met à New York, et notamment le cartel sur Colbert, c'est pas tellement qu'il y a un jugement moral, c'est qu'en plus, c'est des graves erreurs factuelles. Sur le cartel de Colbert de Champagne dit que Colbert a institué la torture légale en France. Enfin, c'est quand même, ça va un tout petit peu loin, là. Donc voilà, nous, c'est pas du tout l'esprit du musée. Nous, on est des historiens, on veut simplement dire ce qu'on a compris, en espérant qu'on ne soit pas trompé, et essayer de transmettre ça au public. Donc, Grand Siècle, c'est une formule qui est devenue extraordinairement vidé de son caractère encomiastique, grandiloquent. Bien sûr, le dictionnaire de Bluch, en 1989, dictionnaire du grand siècle,
qui entend d'ailleurs le grand siècle non plus comme le siècle de Louis XIV, mais bien comme le siècle d'Henri IV à la Régence. Hein. On n'est plus dans la même focale aussi. Et c'est cet décentrement ou cet agrandissement de la focale qui montre bien qu'il ne s'agit pas de mettre la gloire de Louis XIV en avant. Ce n'est pas du tout l'objet. Antoine Schnapper, Curieux du grand siècle, son merveilleux livre de 1994. Et puis alors, j'ai une slide plus loin, mais vous avez des bandes dessinées, des films américains, Netflix, tout. Le grand siècle, ça passe aujourd'hui comme vraiment une formule, pour pas dire 17e en réalité. Hein. C'est tout simple. Et d'ailleurs, musée du 17e siècle, ça nous embarrassait. D'abord parce que c'est pas très beau, et puis surtout parce que le 17e, vous mettez en chiffre arabe ou en chiffre romain. Et là, ça y est, on tombe dans une nouvelle problématique qui est au cœur de ce qui se passe en ce moment dans les cartels. Bon, le Louvre, vous avez vu, a abandonné les chiffres romains. Un certain nombre de musées l'ont fait. Moi, ce qui m'embête dans l'abandon des chiffres romains, c'est que la justification, c'est de dire « mais plus personne sait ce que c'est ». Oui, enfin, personne ne sait rien de rien si on n'apprend pas. Donc, on peut apprendre. On va faire une table de conversion. Et par exemple, pour les enfants, ça marche très bien. Les enfants s'amusent beaucoup à reconstituer, évidemment, de chiffres arabes, chiffres romains. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que X, c'est 10, et 5, c'est V. Enfin, je sais pas, il y a un moment, quand même, il faut arrêter de prendre les gens que pour des imbéciles. Voilà. Donc, nous, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On voudrait rester dans le chiffre romain et expliquer comment ça marche. C'est aussi simple que ça. Il me semble que c'est ça le métier aussi de transmettre, hein, que ce soit dans les musées ou à l'université. Alors, j'avais prévu un petit moment pour vous montrer ce que je connais le mieux, hein, qui est l'architecture. Et je m'occupe, malheureusement, mes journées sont passionnantes, fatigantes et passionnantes, mais je m'occupe beaucoup d'architecture parce que, évidemment, la caserne, c'est un bâtiment qu'il fallait transformer. Hein. Une caserne, c'est pas fait pour être un musée. Même le Palais du Louvre, ça a été compliqué. Alors nous, c'est plus modeste, mais voilà, c'est des bâtiments transformés. Je voudrais vous montrer d'abord un très beau tableau qu'on vient d'acquérir sur le marché de l'art londonien, qui est une vue de Saint-Cloud, à l'époque de Monsieur, donc le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui a acheté ce domaine en 1658 à un banquier. Et ce que vous apercevez face à vous, au centre du tableau, c'est la grande cascade qui vient d'être construite en 1665. Et le bateau au premier plan, c'est Louis XIV qui vient voir son frère en bateau, parce qu'on circule beaucoup sur la Seine au grand siècle. C'est un des rêves que je nourris, c'est qu'on arrive à avoir une navette fluviale. Mais c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait penser. Voilà, au XVIIe, c'était simple, on met le bateau dans l'eau, on avance. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais vous connaissez sans doute mieux ce tableau, qui est la célèbre vue d'Algrin, qui est à Versailles, et qui représente donc le parc à vue à vol d'oiseau, avec le château qui s'est entre-temps complètement transformé. Et nous sommes ici. Je dis, nous serons ici, si j'ose dire, puisque en fait, dans cette pointe nord du parc aménagé par le nôtre à la fin des années 70-80, hein, c'est la dernière partie achetée par monsieur, hein, qui a constitué les 400 hectares du parc à partir du noyau d'origine, et qui donc s'explique cette position de la caserne, parce qu'évidemment, c'est un verrou militaire qui est là pour protéger le château depuis l'arrivée des Parisiens, s'ils leur prenaient l'envie de faire la Révolution une deuxième fois, parce que Charles X se souvenait quand même qu'il était parti un peu vite le 14 juillet 89 au soir. Et donc ici, vous avez le pont qui est un lieu de passage entre les deux rives depuis la préhistoire. Hein. Et donc la caserne a été positionnée dans la pointe ici, et nous sommes toujours dans ce terrain en pointe qui est assez complexe à utiliser. Et donc c'est un grand bâtiment en L que vous voyez ici. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent au musée, bâtiment en L égale bâtiment qui ne boucle pas pour le tour du public. Donc voilà, une problématique assez classique. Avec une seule entrée un peu enquistée dans le nord sur la place. Et lorsque nous avons commencé l'aventure du musée, on a eu la chance d'avoir sur le marché de l'art la mise en vente d'une petite aquarelle qui est la première vue de la caserne en réalité. Hein. À l'époque où elle est passée dans le domaine du département de la guerre, c'était à l'origine l'hôtel des gardes du corps du roi Charles X. Et en 1834, Louis-Philippe fait verser la caserne dans le portefeuille de l'armée, ministère de la guerre, qui le conservera jusqu'en 2008. Vous apercevez l'église néogothique de Saint-Cloud, qui est l'actuelle église, construite grâce aux subsides fournis par Napoléon III, en voisin, si j'ose dire. Voilà. Cette caserne, elle a une histoire absolument transparente jusqu'à nous, si j'ose dire, parce qu'en fait, personne n'avait jamais étudié cette caserne. C'est un bâtiment énorme, aux portes de Saint-Cloud. Vous passez devant quand vous allez dans le tunnel de Saint-Cloud à l'autoroute de Normandie, première autoroute de France 1935, et en même temps, on ne la regarde pas. Elle est là et elle ne pourrait ne pas être là. Personne n'avait jamais travaillé, on ne savait pas la date de construction, l'architecte, rien. Une espèce de trou noir. Mais vous voyez les cartes postales, vous savez que la carte postale c'est merveilleux parce qu'on a photographié tout et rien. Hein. On pourrait penser qu'on va envoyer une carte postale de la Joconde quand on vient à Paris. Ben, y a des gens qui ont envoyé la caserne de Saint-Cloud. C'est assez paradoxal. Hein. Bon. Et puis alors, pas qu'une, hein, parce que grâce à ça, on a une campagne photographique complète. Vous voyez, c'est un très beau bâtiment
Un jour, il y a une dame dans un dîner mondain, très, très gentiment, me dit « Ah oui, votre musée du 17e au milieu d'une autoroute dans un bâtiment 19e ». J'ai senti que c'était pas très aimable, mais enfin bon. Et alors, il y a une autoroute, ça, je ne sais pas la puissance de Greta Thunberg, je ne sais pas si j'arriverai à couper l'autoroute, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une caserne du 19e, sauf que l'architecture extrêmement austère, très puissante, avec une sorte de muralité, comme on dit en architecture contemporaine, très symétrique. Ça pourrait être un bâtiment du 17e, à quelques détails près, la forme du toit notamment. On n'est pas très loin par la symétrie, par la majesté. Une seule partie était vraiment décorée d'ordre. Elle a été détruite pour l'autoroute. C'était la porte d'entrée de la caserne. Hein. Vous voyez, le photographe, il photographie les soldats qui prennent la pause et puis il est carrément rentré dans la caserne. Hein. C'était quand même le 101e régiment d'infanterie. Bon. Après, quand ça a été la direction générale de l'armement, c'était plus difficile d'entrer. Hein. Et puis, sous Napoléon III, justement, on a sorti les officiers pour les installer dans un pavillon dans le jardin qui ressemble beaucoup à une belle maison bourgeoise d'une grande ville de province qu'on aimerait bien pour aller voir sa grand-mère. Et pour nous, c'était très important parce que ce bâtiment était indiqué à démolir. L'armée n'avait pas souhaité protéger au titre des monuments historiques son patrimoine. Et quand elle l'a vendu, il était question ici de détruire ce bâtiment pour faire une barre HLM de 250 logements sociaux qui avait été demandée par le gouvernement de l'époque. Alors évidemment, ça faisait de la peine de penser qu'on allait démolir ce très beau bâtiment des officiers de Napoléon III. Et puis cette barre HLM en béton face au parc, tout ça, ça posait des problèmes évidemment. Alors nous avons au moins un mérite, c'est que nous avons empêché ce crime patrimonial. Les logements sociaux ont été faits, mais ailleurs. Voilà, il y a toujours une solution si on se donne la peine de réfléchir. Et Patrick Devégian était évidemment tout à fait dans cette idée. Donc nous avons sauvé ce pavillon. Et quand vous regardez l'architecture, eh bien, vous découvrez que nous avons deux bâtiments. Un très grand bâtiment pour faire un musée et un bâtiment de taille moyenne pour faire un centre de recherche et la bibliothèque. Et en fait, il fallait se laisser guider par l'architecture. C'est ça aussi un musée, c'est une collection, c'est un propos, mais c'est aussi un lieu. Hein. Et donc ce lieu, il était là, il nous parlait, il faut toujours écouter les bâtiments, ils ont toujours raison. Hein. C'est rare d'avoir raison contre un bâtiment, hein, quand on fait de l'architecture et du patrimoine. Alors simplement, c'est un bâtiment que l'armée avait un petit peu négligé, peu de travaux avaient été faits, tous naturellement sans aucune autorisation administrative ni permis de construire, hein. Ça vous connaissez les grandes administrations de l'État. Seul travail important, ils avaient changé toutes les fenêtres en chêne pour les remplacer par des fenêtres en PVC. Voilà. Bon. Alors on les a toutes détruites et on refait tout en chêne, voilà, parce qu'on fait les choses bien. Voilà. Le bâtiment a besoin, il est temps, hein, a besoin de nous. Et à l'intérieur, par malheur ou par bonheur, il n'y avait rien à conserver d'intéressant. Parce que, évidemment, on aurait pu souhaiter qu'il y ait des grands décors, mais dans une caserne, a priori, il n'y a que des chambres et ensuite des bureaux. Voilà. Et donc, en réalité, à part ces très belles arcades qu'on va garder en partie, qui sont les arcades des écuries, des kilomètres de couloirs avec des kilomètres de portes et des kilomètres de pièces qui faisaient des petits espaces assez tassés. Donc, voilà, on va sculpter dans le bâtiment qui est conservé en enveloppe, on va sculpter les choses. Alors, on ne fait pas du façadisme, enfin, effectivement, on modifie quand même beaucoup les intérieurs. Hein, voilà. Voilà, donc ça, c'est le côté renfermé que je voulais vous montrer, parce que l'armée, bien sûr, c'était ceinturée de barbelés, de murs, de bâtiments. Vous voyez, tous ces bâtiments affreux, là, on les a démolis. Hein. On a démoli 7000 m² de bâtiments parasites. Hein. Je pense qu'en Ile-de-France, ça ne se fait pas beaucoup. Et j'avais beaucoup insisté auprès de Patrick Devégian pour retrouver l'aménité des lieux. Il fallait qu'on retrouve les vues sur le parc, les vues sur le fleuve. Et donc, on a obtenu cet arbitrage. Ça a été mon premier arbitrage. Et je peux dire que c'était contre les services. Hein, parce que, évidemment, dans les services, enlever 7000 m² utiles, c'était beaucoup. Mais vous verrez, j'ai quelques autres photos maintenant. Le site est transfiguré par la destruction de ces bâtiments parasites. Alors on a organisé un concours, c'est de l'argent public bien sûr, hein, et c'est Rudy Ricciotti qui a gagné ce concours avec l'entreprise Faya Bâtiment, une entreprise bordelaise qui ne fait pas partie des 3 célèbres grandes boîtes françaises du BTP qui sont toujours les mêmes, hein, Bouygues, Vinci et Fage pour ne pas les citer. Ricciotti, c'est un Marseillais qui est connu pour sa gouaille et pour une approche de l'architecture aussi assez humaniste, très proche du geste des artisans, fils de maçon, et qui a mis au point un béton fibré sans métal qu'on appelle le BFUP, que vous connaissez au Mucem ou au Louvre, au département des arts de l'islam. Et donc, il nous a fait une proposition qui a été de loin la plus séduisante des 3 groupements qui étaient en compétition, et surtout la moins chère des 3. Ça peut arriver, hein, que la meilleure soit aussi la moins chère. Faut pas se... Alors, je vais vous montrer un petit film, je ne sais pas s'il y a du son, mais je vais vous montrer un petit film de son travail. Alors, il n'y a pas de son, peut-être qu'il a été coupé. On ne peut pas être sur ce sujet comme on l'est sur un musée d'art contemporain. D'une certaine manière, non pas de s'effacer, mais en tout cas de rester très très sensible, très sobre dans un environnement aussi fort que celui-ci, en utilisant ces bâtiments existants, mais aussi en raccordant ce projet aux grandes directions, aux grands axes composant le parc de Saint-Cloud.
La clarté de la composition est défendue ici par l'enfouissement sous la ligne de flottaison de l'ensemble des complexités de ce grand musée. On a une lecture très claire de cette belle composition classique. Et le parti général, celui de l'équipe, c'est d'essayer d'utiliser les volumétries qui sont existantes tout en faisant coller le programme. On peut jouer comme un jeu de taquin avec ces grands volumes, ces petits volumes, ces volumes très hauts, ces volumes très bas. Parce qu'on a trouvé des systèmes qui nous ont permis à la fois de conserver le bâtiment, tout ce qui fait sa qualité, son rythme. C'est très important de garder une hiérarchie des espaces et une compréhension de l'espace à travers cette hiérarchie. Et à la fois à travers une restauration rigoureuse, puis à travers aussi l'utilisation des espaces pour le programme. C'est ce qui a dicté le parti général, c'était d'utiliser les volumétries qui sont existantes. C'est une articulation qui est extrêmement importante, parce qu'avec une seule arête verticale, une colonne vertébrale en quelque sorte, on dessert l'ensemble du site et toutes ses fonctions. Quand on rentre dans un espace comme ça, il faut que tout de suite on soit transporté. Cette élégance à la française, par des moyens technologiques essentiellement français, un savoir-faire essentiellement national, elle construit un argument complémentaire, elle construit une main tendue, une filiation à une mémoire historique, celle des bâtisseurs. Le belvédère, c'est le moment pour construire un argumentaire qui défend une architecture de la légèreté, mais de l'élégance à la française. Son intérêt, c'est la manière dont il va s'articuler avec le domaine, la manière dont la caserne va être construite, cette forme de terrasse. Et l'idée, c'est de placer un projet qui s'inscrive dans l'avenir et qui va finalement amener de la douceur ou de la délicatesse dans un bâtiment militaire qui est quand même relativement robuste. On a les deux bâtiments existants qui sont là, immuables, qui créent le cadre. Depuis le parc, on découvrira cette belle construction de corolle de béton, très légère, très horizontale, qui vient dominer le paysage discrètement, sans imposer une forme architecturale trop autoritaire. Attendre une architecture qui se solidarise avec une mémoire française par le compagnonnage, par le travail des sachants ou des maçons, des valeurs du travail. Et aussi on a cette initiation, le mot est important, qui construit et renouvelle la pertinence de l'ouvrage dans son temps. Un musée est politique, et ici, il s'agira d'un musée populaire. Voilà, vous avez eu même la voix de Rudy Ricciotti qui fait le texte, qui dit son texte, et c'est bien son verbe. Donc le concours avait été assez directif, hein, j'assume. On avait demandé aux candidats de garder les deux bâtiments, vous le reconnaissez, donc la grande caserne royale et le pavillon des officiers. Et on leur avait laissé pour jouer juste un édifice neuf à construire, à l'emplacement d'un bâtiment affreux des années 30, et qui était donc le bâtiment accueillant des fonctions qui sont les expos temporaires, le café, le restaurant, des espaces pédagogiques pour les élèves, des collèges, puisqu'on a 102 collèges dans les Hauts-de-Seine. Et donc ce bâtiment devait être isolé des deux autres, l'ensemble étant en fait liaisonné par un sous-sol logistique et technique assez important qui est en cours de réalisation. Donc, je vous montre quelques images rapidement, mais vous les avez vues dans le film de ces façades restaurées à l'identique. Donc les deux bâtiments sont traités comme des monuments historiques, ils ne sont toujours pas à l'heure actuelle. Hein. Donc façade, toiture, seconde œuvre. Nouveaux accès sur le parc de Saint-Cloud parce qu'on a négocié avec l'État, puisque maintenant il y a une copropriété. Hein. Tant que c'était l'armée et la culture, c'était l'État. Aujourd'hui, il y a le département et l'État. Donc on a ouvert des portes partout pour circuler depuis le parc jusqu'à chez nous et l'inverse, pour créer cette fluidité. Avec des vues nocturnes, évidemment, ce sont des vues qui sont toujours séduisantes, mais c'est des vues qui sont des vues informatiques. Hein, il ne faut pas être complètement dupe, parce que le restaurant peut rester ouvert. Donc la terrasse belvédère qui surplombe la Seine peut être un lieu, quand le musée est fermé, de circulation. On avait aussi exigé que la cour d'honneur ne soit pas construite de bâtiments, parce que des candidats avaient envie de placer des kiosques, des choses qui nous paraissaient assez secondaires par rapport au patrimoine militaire d'une caserne, qui est le vide de la cour d'honneur, hein, qui sert aux démarches, aux remises de médailles, aux drapeaux, aux défilés. Et puis, ce bâtiment contemporain, on voulait qu'il soit plus petit que les bâtiments anciens, calé sur la grille de composition ancienne, et qu'il ne soit pas la vedette. Hein. On l'entend dans le film, hein. Il a compris que ce n'était pas lui la vedette. La vedette, c'est la caserne royale de Charles X et le pavillon des officiers de Napoléon III. Et donc, ce bâtiment neuf, il est plus bas, vous voyez, et il vient prendre sa place. Alors, l'idée vous avez vu dans le film, on appuie beaucoup sur le Grand Trianon, qui est le chef-d'œuvre absolu pour moi de l'architecture française du XVIIe.
c'est mon poussin à moi, Jules Hardouin-Mansart. Et donc, je ne sais pas s'ils avaient lu les articles que j'ai pu écrire là-dessus, mais enfin, ils ont un peu lourdement insisté sur le Grand Trianon. Mais c'est vrai que cette colonnade d'arbres en béton blanc, c'est assez malin, parce qu'au fond, c'est un bâtiment qui existe et puis qui est assez transparent. Il ne s'impose pas d'une manière trop dure. Et je pense que quand vous serez au restaurant, là-haut, je pense que c'est un endroit assez agréable, avec les vues sur le fleuve. Et puis donc ces portes qu'on ouvre vers le parc, ça c'est la porte qui va vers la Grande Cascade qui est en cours de restauration aujourd'hui et qui permettent de rentrer gratuitement et de circuler jusqu'à la ville de Saint-Cloud de l'autre côté. Donc on va abolir cette séquence aujourd'hui de pièces fermées disposées les unes à côté des autres. Alors un tel projet, une fois qu'il est fini, qu'on est tombé d'accord et qu'on a signé un contrat, eh bien ça veut dire qu'on rentre dans la réalité du chantier. Donc comme historien du patrimoine, évidemment, j'ai beaucoup insisté pour que l'archéologie ne soit pas traitée comme une contrainte, mais comme un espoir, une espérance archéologique, comme disent les archéologues, que j'aime beaucoup. Et donc, on leur a donné 1 an de fouille. Donc, ils ont fouillé vraiment tout le sous-sol et ils sont remontés à moins 18 000 ans en 2 coups de cuillère à peau, si j'ose dire. Et donc, beaucoup de matériel archéologique a été sorti des couches de la caserne. Très peu de choses du XVIIe, malheureusement. Beaucoup de choses de la vie militaire au XIXe. Alors, tous ces artefacts seront présentés dans une salle d'histoire du site consacrée à la caserne, devenue musée. Donc voilà, quelques fouilles dans la grande cour d'honneur. J'ai retrouvé d'anciens étudiants, c'était assez sympathique. Et le rapport n'a pas encore été rendu, mais ça va être un rapport absolument monumental qu'on attend là, pour le milieu de l'année 24. Et ensuite, on s'est mis à démolir les bâtiments parasites. Alors là, il y en a déjà un qui a disparu dans la cour. Vous apercevez ici ces traces sur le mur qui est le mur de l'autoroute. Alors évidemment, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre à Saint-Cloud. Si vous connaissez Noël Le Maresquier, premier Grand Prix de Rome, bon, voilà, à la fin de sa vie, il était moins premier Grand Prix de Rome peut-être qu'au début de sa vie. Voilà, ça c'est les fameux bureaux de la colline. On est vraiment en 72, les bases eaux de l'intelligence architecturale française, et malheureusement un quartier entier de 100 maisons rasées pour faire ça. La seule bonne nouvelle, c'est que le maire a été battu aux élections grâce à ça. Mais enfin, le crime avait été consommé. Voilà. Et donc voilà, la démolition des bâtiments parasites de l'armée qui libèrent les vues sur la Seine, ça a été une grande jouissance parce que ces bâtiments, vraiment, ils étaient venus abîmer le site d'une manière qui paraissait définitive, quand vous avez des milliers de mètres carrés comme ça. Voilà, donc ça, c'est des photos de chantier prises régulièrement parce que toutes les semaines, on a des grosses réunions de chantier avec les archis et les ingénieurs. Voilà, ça, c'est les machines qui enfoncent des pieux pour les sous-sols. Et ça, c'est le pavillon des officiers, donc le futur centre de recherche, où vous serez très bienvenus. Et voilà les premières excavations des sous-sols, les conservations pour les réserves de livres de la bibliothèque. Voilà, là, c'est les bases du futur bâtiment neuf. Et à l'intérieur, donc, les arcades des anciennes écuries que nous conservons, qui seront celles que vous avez aperçues dans le film pour le grand hall d'accueil du musée. Voilà. Qui sont les seules parties architecturales un tout petit peu spectaculaires. Alors pour ceux qui connaissent Saint-Cloud, il y a un dernier chantier qui n'est pas tout à fait sans incidence sur les finances publiques, c'est justement la correction des catastrophes pompidoliennes des années 70, quand on a fait de Saint-Cloud une entrée d'autoroute et non pas une entrée de ville. Donc quand vous sortez du pont de Saint-Cloud, vous êtes sur une passerelle qui est aussi un premier Grand Prix de Rome, un viaduc en béton qui a été construit en 72 et qui vous connecte directement au périphérique. Avant, l'autoroute partait de la place Clémenceau devant la caserne, jusqu'en 1972. Et donc, on va pacifier tout ce nœud de voitures qui rend très difficile l'accès au musée. Aujourd'hui, si vous y allez, d'abord je vous demande de ne pas y aller parce que c'est un chantier, vous n'avez pas le droit de rentrer, mais si vous allez voir les alentours, ne regardez pas en l'air, traversez quand c'est vraiment rouge, parce que c'est extrêmement dangereux. Et donc on va transformer tout ça en zone piétonne pour avoir un parvis devant le musée, parce que sans quoi les gens ne viendront pas. Et ça donne ça, encore des images évidemment un peu trompeuses, mais ce sont des images du concours du maître d'œuvre qui va réaliser la nouvelle place. Beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de piétons, beaucoup plus de vélos et 50% de voitures en moins, parce que là aujourd'hui c'est quasiment 90% la voiture sur cette place Clémenceau, et donc ça ne va pas évidemment, c'est plus possible de concevoir la ville comme simplement le déversoir de la voiture. Voilà. Donc je voulais vous parler de ce projet ce soir, évidemment, d'architecture et de patrimoine, parce que c'est la première étape. Un musée ne se fait pas contre le patrimoine, à mon avis. Si on avait tout démoli pour faire le musée, on n'aurait pas, je crois, fait notre travail. Et c'est toujours cruel quand on oppose musée et bâtiment. C'est des choses qu'on a vécues par le passé. Il y a eu des grands scandales patrimoniaux quand on a détruit du patrimoine parce qu'il y avait une justification d'un musée. Je prends toujours un exemple très douloureux, qui est le mur d'enceinte de Charles IX qui a été détruit par le ministère de la Culture sous le musée de l'Orangerie,
pour faire les nouveaux sous-sols en 2002. Hein. C'est un crime que Jean-Jacques Ayagon revendique encore aujourd'hui, sans aucune honte, tant mieux pour lui. Mais on a perdu, alors que le Grand Louvre avait gardé toutes les traces des enceintes depuis Philippe Auguste jusqu'à Charles V, on a perdu là un élément majeur de l'histoire de Paris. Et donc ça reste une tâche dans l'histoire de la transformation de musée de l'Orangerie qu'on adore par ailleurs. Donc voilà, ici, la philosophie, c'était vraiment que le patrimoine soit bien traité et que le musée soit l'ami de ce patrimoine et que l'ensemble, ça forme un couple très stimulant. Donc le bâtiment nous a beaucoup guidés, voilà. C'était une des premières choses peut-être que je voulais vraiment dire avec un peu d'insistance ce soir. L'autre chose que je peux vous dire, et là aussi on peut encore continuer des échanges, et puis après c'est peut-être à vous de prendre la parole, c'est justement de vous parler un peu du parcours du musée. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce musée du XVIIe siècle? Vous pouvez vous poser légitimement la question, parce que c'est pas évident hein, de parler de tout un siècle, de tout un pays entier, de toute une société, à un public encore une fois très divers, hein, qui peut ne rien savoir. Richelieu éplé, s'il vous plaît, voilà, bon, ça existe, hein, voilà, donc il faut en prendre la mesure. Hein. Bon, là, j'avais mis quelques couvertures pour revenir justement à la question qu'a soulevée M. Rosenberg sur le nom du musée. Si vous aimez la controverse, très joli petit livre. Christian Jouot est un historien très original du XVIIe siècle. Il avait écrit un très beau livre sur la main de Richelieu et la question de l'écriture. Autographe ou autographe du secrétaire de la main qui écrit quasiment tout ce qu'on prend pour l'écriture de Richelieu. Et donc Christian Jouot a fait un petit livre qui s'appelle « Sauver le grand siècle », justement sur cette question du nom, de l'appellation, de ce que ça charriait à travers l'histoire. Et voilà, j'en dis pas plus, mais bon, vous avez compris que nous, on a décidé de sauver le grand siècle, mais sauver le non grand siècle, pas forcément d'en faire encore une fois un étendard. Alors ça, ce sont des images de synthèse du scénographe, donc encore une fois... D'abord, je ne devrais pas vous les montrer, elles sont encore un peu, voilà, sont encore un petit peu en travail, hein, donc je compte sur votre discrétion. On va flouter tout. Ça n'est pas filmé, ouf, voilà. Et donc, c'est Frédéric Casanova qui nous accompagne dans cette aventure scénographique, hein, Ricciotti étant beaucoup sur le bâtiment neuf et les extérieurs. Et donc voilà, ça c'est la salle d'histoire du site. Quand on traverse de la terrasse à la cour, on aura une salle qui expliquera l'histoire de la caserne, pourquoi c'est devenu un musée, les artefacts archéologiques, etc. Quelques pièces de seconde œuvre, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, vous entrerez dans le grand vestibule. Et là, vous avez donc ces grandes arcades que je vous ai montrées en photographie dans un état qui pour l'instant n'est pas très bon. Et puis le chef-d'œuvre de Ricciotti qui a beaucoup décidé le jury, évidemment, c'est le grand escalier que vous avez aperçu dans le film, hein, un escalier en béton blanc suspendu à double révolution autour d'un noyau vide, qui est un geste extraordinaire. On avait demandé dans le concours un grand escalier, parce que un beau musée, enfin ça c'est, alors je crois que c'est deux gars qui disent que ce qui est le plus beau dans un musée c'est les fenêtres. En tout cas, pour moi, ce qui est le plus beau dans un musée, avant qu'on voit les œuvres, c'est le grand escalier. J'ai connu le Louvre avant la pyramide. La pyramide, on descend par un escalator de supermarché, il faut bien le dire. Moi j'étais enfant, on montait l'escalier de la Samothrace, c'était une image quand même assez forte. Et je dois dire que je m'en suis aperçu quand des amis italiens m'ont fait remarquer que quand même, l'entrée dans la pyramide, ça manquait un peu de chic par rapport à la Samothrace qui vous accueillait en haut de ce gigantesque escalier de Le Fuel passé à la mode des années 30. Et quand on pense aux grands musées de province comme Amiens, comme Nantes, qui ont des escaliers toujours assez fracassants. Donc voilà, on avait demandé dans le concours un bel escalier, parce que dans la caserne, il y avait des escaliers très secondaires en fait. On ne pouvait pas garder un escalier qui aurait vraiment donné du chic au musée. Et donc voilà, Ricciotti est le seul des candidats à avoir l'idée d'un escalier à double révolution qui n'est pas du tout inspiré de Chambord, contrairement à ce qu'ont dit les journalistes qui ont peut-être été un petit peu vite là, sur ce plan-là en tout cas. Mais en réalité, c'est beaucoup plus proche de l'escalier du Vatican. Quand Pie XI ouvre le Vatican, après la création de l'État du Vatican en 1929, il ouvre la Pinacothèque, hein, qui n'est pas un bâtiment très beau, mais en revanche, l'escalier est génial. Hein, c'est un escalier à double révolution, parce qu'à l'époque, le public entre et sort par le même lieu. Donc il y a deux files, une descendante et une montante. Voilà. Alors ça a été supprimé quand Jean-Paul II a fait la nouvelle entrée. Maintenant, on sort par l'escalier des années 30, mais il y a bien cette double révolution. Et donc, j'aimais aussi, je dois dire, ce lien avec l'escalier du Vatican, ça me touchait beaucoup. Je ne suis pas sûr que Ricciotti ait pensé à ça, mais moi, j'y pense évidemment beaucoup. Et donc, une fois qu'on a monté cet escalier, on va entrer dans ce musée du grand siècle. L'idée, pour nous, c'est de montrer au public des œuvres originales. Alors je dis ça peut paraître un horrible truisme d'aller dans un musée pour voir des tableaux ou des sculptures ou des objets d'art, mais il y a une tendance qui est d'ailleurs en train de se renverser, parce que le public n'adhère pas forcément, qui est de mettre beaucoup de gadgets numériques partout. Voilà. Des écrans notamment. Alors les écrans, c'est bien, on a toujours l'argent pour les acheter, il n'y a jamais d'argent pour la maintenance, donc ils tombent en panne au bout de plusieurs mois, ça, on a tous vu ça dans tous les musées du monde, c'est assez fatigant. Et par ailleurs, on a tous un téléphone dans notre poche
Et aujourd'hui, c'est un ordinateur ultra performant. On peut voir n'importe quelle image, on peut scanner n'importe quel QR code. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir dans un musée beaucoup d'écrans et beaucoup de gadgets numériques? Moi, j'étais arrivé avec l'idée que ce n'était pas utile, mais on a décidé que la première salle serait comme une sorte de j'ose à peine dire, de pédiluve, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. On va se laver du 21e siècle et on va basculer dans autre chose. Donc là, il y a une salle numérique avec beaucoup d'images, qui est peut-être là pour essayer de faire quelques rappels. Alors là, le scénographe a mis de la cartographie et des dates, mais on ne va pas faire ça. On va faire des choses plus suggestives pour rentrer dans le grand siècle. Et après, on est dans les œuvres, face aux œuvres. Voilà. L'idée, ça a été de séquencer ce parcours, qui est assez dense, qui ressemble au fond à une table des matières d'un livre, si vous voulez. Hein. Et dans ces séquences, d'essayer d'aborder le plus de sujets possible. On ne peut pas, dans un musée, tout traiter, évidemment, mais on peut quand même essayer d'approcher un certain nombre de sujets. Donc la première séquence, alors ce sont des titres de travail que je vous donne. Elle s'appelle « Dieu et le roi », parce que ce sont les deux pouvoirs verticaux qui structurent la société du XVIIe siècle. Ensuite, il y a une séquence sur la volonté de grandeur. On reviendra sur cette notion. Une séquence sur la société, au sens très large du terme. Ensuite, il y a une séquence sur l'art de vivre, qui est une sorte de grand appartement reconstitué et meublé. Et puis, il y a une dernière séquence sur les arts et les sciences au grand siècle. Voilà. Et on termine par les sciences. Voilà. Donc, on attaque par le plus dur, c'est-à-dire ce qui nous semble le plus central pour les gens du XVIIe et le plus lointain, bien sûr, pour les gens d'aujourd'hui. Et non, on entre par une grande salle en forme de chapelle pour présenter les grandes sculptures, les grands tombeaux, les grands tableaux. Ça, ce sont 2 mets de Notre-Dame que nous allons négocier en dépôt. Je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de générosité des musées qui nous font des dépôts de choses qui sont dans les réserves. Hein. Le Louvre, très généreux, les arts décoratifs, très généreux, les Gobelins, très généreux. Donc ça soulage évidemment nos forces, parce qu'on ne peut pas acheter sur le marché 3000 œuvres par jour, quoi qu'on nous en propose énormément. Et donc on rentre dans cette grande espace parce que c'est le lieu de la réunion de la totalité de la société. Alors, sauf les protestants jusqu'à 1685, mais la chapelle, que ce soit la chapelle du village ou la chapelle de la paroisse à Paris ou dans une ville de province, c'est le lieu où toute la société se retrouve et on est face tout de suite à la question religieuse. Alors ça a beaucoup perturbé nos interlocuteurs, notamment au ministère de la Culture. Hein. Ils nous ont dit « Ah, la religion, pourquoi vous ne mettez pas ça dans un coin ?» etc. Alors là encore, on n'est pas dans le prosélytisme, c'est pas notre métier, mais enfin, si on parle du XVIIe siècle et qu'on enlève la religion catholique, on va avoir un espèce de trou d'air, c'est un peu curieux. Alors je le dis ici, j'ai peut-être un public acquis, mais enfin, je le dirais à LFI si je faisais une conférence à LFI, vous voyez, donc on va pas supprimer Jésus-Christ et la Vierge Marie, ça va être difficile. Et donc, c'est le cœur de la société du XVIIe, catholique, protestant, voilà, il y a cette foi chrétienne, et donc, on va commencer par cette question-là. C'est ambitieux dans la mesure où à Sceaux, il y a une salle sur la religion et on mesure que la réaction du public n'est pas très favorable. Hein. Elle n'est pas très favorable parce qu'il d'abord, il y a un rejet classique en France des choses religieuses qui peut être une sorte de vieux rejet. Il y a ensuite l'incompréhension, ces tableaux compliqués, ces gens qui se découpent avec toutes sortes d'instruments de torture, martyrs chrétiens, tout ça, compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on fait des autres religions d'aujourd'hui qui n'existent pas au XVIIe? Tout ça, c'est des questions qui sont devant nous. Hein, et donc, nous, on essaye de raconter tout ça, d'essayer de traiter cette question-là de la manière la plus sensible, la plus fine possible. Je vais mettre simplement une œuvre, et puis on va s'arrêter. Hein. Je vais mettre à chaque fois une œuvre pour illustrer notre propos. Vous voyez, ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure de la donation Rosenberg, il est central dans cette pièce parce qu'il explique la mystique qui fait que ces deux pouvoirs verticaux se touchent profondément, s'appuient l'un sur l'autre, et que le roi est un personnage sacré, l'évêque du dehors. Il voisine avec les anges après son sacre, dit Bossuet, donc c'est une phrase merveilleuse, voisiner avec les anges. Enfin, et donc, le pouvoir divin du roi de France, on peut saisir tout de suite cette question dès le début. Hein. Et d'une certaine manière, pour les gens qui n'ont pas de religion aujourd'hui ou qui ne savent pas ce que c'est que la religion catholique, qui ne savent pas qui est Jésus, c'est tout de suite, on pose un cadre. Et puis, pour ceux qui savent qu'en France, en tout cas aujourd'hui, on a une monarchie républicaine avec un président qui a des super pouvoirs, on peut y avoir un contact intellectuel qui se fasse. Hein. C'est pas impossible. La Ve République nous aide beaucoup. On serait sous la Quatrième République, ce serait plus difficile. Mais nous qui avons un peu ce genre de fascination pour l'hyper-pouvoir présidentiel en France qui nous sépare des démocraties adultes, c'est intéressant par rapport au grand siècle. Alors immédiatement après, il y a une salle sur la question de la controverse religieuse, parce qu'évidemment le XVIIe n'est pas le siècle où il ne s'est rien passé, et bien sûr on nous attend sur la révocation de l'édit de Nantes, évidemment, 1685, l'édit de Fontainebleau. On nous attend sur le jansénisme, pas facile le jansénisme. Alors là on est très aidé, je le dis ici, je peux le dire peut-être ici, on est très aidé par l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, qui est un spécialiste de la grâce, et donc je l'ai engagé, je l'ai fait travailler.
bénévolement pour le musée. Voilà. Donc, il m'a promis qu'il ferait le panneau sur la Grâce, parce que c'est compliqué en 700 ou 800 signes de faire un panneau sur la Grâce pour un public très large. Voilà. Vous avez compris, évidemment. Et puis, on a de très beaux dépôts du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, parce qu'il y a la question, évidemment, malgré la grande expulsion de Charles VI, la question de la présence juive, notamment dans le sud, près de chez le pape, et puis en Alsace. Donc là, une lampe de Shabbat qui nous a été déposée par nos collègues du MAGE. Et puis, donc là, l'œuvre phare, évidemment, c'est cette iconographie très agressive, hein, Louis XIV écrasant l'hérésie protestante. Donc c'est une statuette qui a été faite 2 ans après la Révocation. Et les protestants sont coupés en petits morceaux et le roi marche dessus. Ça, c'est une image extrêmement violente. Hein, c'est à la fois une longue tradition dans l'image du pouvoir occidental depuis les Romains, hein, mais c'est vrai que c'est une image qui aujourd'hui est plus difficile pour nous. Donc voilà, ben justement, puisqu'on en parle, il faut aller vers cette œuvre et essayer d'expliquer comment ça fonctionne. On a ensuite une salle importante sur l'Église, mais non plus l'Église au sens seulement politico-théologique, mais l'Église comme architecture, comme décor, avec la question ici d'une grande maquette représentant la chapelle de la Sorbonne. Présence de l'architecture dans le musée par des grandes maquettes qui sont des maquettes modernes, hein, parce qu'il n'y a pas de maquettes anciennes, sauf 2 qui sont conservées dans des musées et dans une église. Donc l'idée, c'est d'avoir des grandes maquettes en bois, comme on faisait à la Renaissance et au XVIIe siècle. Toutes les autres maquettes ont été détruites à la Révolution française, hein. Mais on en a donc ici la possibilité grâce à cette création. Et puis, dans les alcôves de cette sorte de chapelle de plan circulaire, une chapelle de plan centré, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui l'équipement, c'est-à-dire tout ce qui va sur le maître-autel, les tableaux des chapelles, les nouveaux ordres, tout ce qui participe à cette extraordinaire efflorescence de l'art religieux du grand siècle, de la contre-réforme. Et là, on a acquis en vente publique un tabernacle, il n'y a pas très longtemps, un tabernacle qui est déjà présenté au Petit Château de Sceaux, et avec une iconographie du Christ à la colonne sur la porte, dans une vente haute époque à Drouot. Voilà. Ça vaut rien à Drouot, hein, parce que c'est assez compliqué d'avoir ça chez soi, il faut bien le reconnaître. C'était un bar chez la personne qui l'avait acheté, pas tout à fait digne. Et tabernacle, on pensait que ça allait nous permettre de parler de la transsubstantiation. Et puis, bon, là, on a compris qu'il fallait aller plus doucement. Voilà. Donc, on va parler du tabernacle, parce qu'en fait, personne ne sait plus non plus ce que ça veut dire, à part que ce soit un juron québécois. C'est ce qu'on a entendu de notre public qui nous a dit, oui, mais c'est curieux, ce mot, on le connaît, mais c'est un juron québécois. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ici, dans le musée? Voilà. Il y a ça aussi, il faut prendre cette mesure, hein, sinon on passe complètement à côté du sujet. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà, une grande salle sur la famille royale, les grands portraits des rois. On révise, hein, c'est l'Isaac et Malais. Hein, Henri IV, Louis XIV, Louis XIII, la statue de la place Vendôme, les régalias, comment ça fonctionne, l'arbre généalogique, la transmission de père en fils aîné, la monarchie système, la monarchie famille. Ça, c'est une très belle variation d'atelier du grand tableau de Mignard qui est à Versailles, hein, qui représente le grand dauphin avec sa famille, la princesse Wittelsbach et puis ses 3 enfants. Ça, c'est un tableau intéressant parce qu'on peut parler non seulement de la question de la famille royale. J'ai une épouse mais pas d'enfant mâle, donc c'est la catastrophe. C'est mon frère qui va recevoir la couronne. Hein, c'est le roi Lion, hein, voilà, donc les Orléans. Hein. Et ici, donc, un seul fils mâle, c'est le grand dauphin, mais 3 garçons. Et cette photo de famille, elle nous montre ça, les 3 mâles. Et vous savez, ça va finalement tourner assez à la difficulté pour le roi, puisqu'il perd son fils, le fils aîné, le duc de Bourgogne, et le fils aîné du duc de Bourgogne. Louis XV n'est que le fils cadet, l'arrière-petit-fils cadet. Et le duc de Berry meurt avant son son grand-père, pardon, et lui, bah, il part régner en Espagne. C'est Philippe V, l'ancêtre direct de Philippe VI, actuel roi. Et donc, nous voilà en Europe tout d'un coup. Donc, on peut en permanence ouvrir la focale, parce que évidemment, on ne fait pas un musée de l'histoire de l'Europe. On voudrait, dans l'absolu, le faire, mais c'est impossible pour des raisons financières. Il faudrait acheter dans toutes les ventes en Europe de quoi parler de toute l'Europe. Donc on va en permanence ouvrir et fermer la porte de l'Europe, mais on ne peut pas faire un musée de l'histoire européenne. Il faudrait que ce soit la communauté européenne qui le porte avec des financements exceptionnels. Je ne sais pas si ça existera un jour, hein. Voilà, et puis aussi une salle sur l'image du pouvoir, la magnificence du pouvoir. Et là, vous avez des tapis de la Grande Galerie, des tapisseries Gobelin, un carton de tapisserie que vous avez peut-être vu, qu'on a restauré à grands frais pour l'exposition Noël Coppel au Grand Trianon. Mais la pièce la plus intéressante de cette salle, c'est ça. Ça, c'est le grand balancier du roi pour frapper les médailles du roi, les fameuses médailles de l'histoire métallique. Vous connaissez l'ouvrage merveilleux de Ménestrier. Et ce balancier, c'est la Joconde de la collection de la monnaie de Paris. Et lorsque le musée de la monnaie a été refait, ils n'ont pas pu le réinstaller, parce qu'il pèse 7000 kilos.
Et donc, on a été le chercher dans un hangar. Il appartient au ministère des Finances. Et on va la voir et on pourra présenter les médailles à côté du balancier qui frappait ces médailles. Et ça parle, c'est un objet industriel qui parle de la magnificence du pouvoir. Voilà. Donc, c'est pas que les tapisseries, la puissance. Et la multiplication de l'image du roi. On a acheté un très beau médaillon de l'atelier de Puget il y a 3 ans. Voilà, vous comprenez un peu le principe. Une salle importante sur la guerre et la paix. L'extension du royaume sous Louis XIV, c'est quelque chose de concret. Lille, Strasbourg, Besançon, c'est des nouvelles villes françaises. Hein. Donc il y a des conquêtes territoriales, des mètres carrés supplémentaires, des kilomètres carrés plus exactement. Mais il y a aussi les colonies. C'est là qu'arrive la question des colonies, du commerce par les mers, du code noir. On n'a rien à cacher puisqu'on n'est ni des avocats ni des juges. Donc on va parler bien sûr du code noir. Je le dis parce qu'on a été tout de suite agressé là-dessus. On nous a dit « Attention, qu'est-ce que vous allez dire sur les minorités ?» Doucement, on va parler de tout le monde, tout va bien. Il n'y a pas d'agressivité à avoir. Le Code noir est un fait historique, on en parle, c'est tout. Voilà. Et on parle de l'esclavage, évidemment. La traite en France, c'est 1642, l'autorisation de la traite. Le Code noir, c'est 1685, puis il y a des compléments ensuite jusqu'en 1720. C'est des questions aujourd'hui légitimement centrales, on en parlera. Mais on ne va pas résumer tout le XVIIe siècle à ça, évidemment non plus. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver à chaque fois. Hein. Voilà, on a pu acheter un très beau portrait de Philippe de Champaigne inédit, le neveu de Sully, le comte de Charraud, duc de Charraud. Et puis ça, c'est un médaillon du gouverneur général des galères du roi. Donc là, on est plutôt dans le sud, Marseille, Toulon, et la question des galères. La société, on a beaucoup de chance. On a pu acquérir ce tableau que vous apercevez, qui est une vue d'un village français qui s'appelle Seignelay, qui est aussi un marquisat Colbert, hein, et qui représente donc un village avec le château, les fermes, la manufacture, l'église. C'est quelque chose qui est une sorte de photographie de la campagne. Et puis cette salle qu'on aime beaucoup, parce qu'on a vidé les réserves du MUSEM, c'est l'ancien musée des arts et traditions populaires. Hein. On l'appelle entre nous la salle Georges-Henri Rivière, c'est un peu prétentieux, mais le libreton, le coffre à grains, la jarre de sel, tout ça, ça sera présent pour évoquer cette vie quotidienne dans les campagnes. Il y a des tableaux qui sont moins rigots que le nain, enfin vous voyez le profil de ce genre. Voilà le tableau justement qu'on a acheté en vente publique, on a préempté à Noël, c'est notre dernière préemption avant Noël, on a pu l'acheter à une vente arcuriale, on l'avait raté 2 ans avant, bon ça peut arriver, hein, et cette fois-ci on a réussi à l'avoir. Et le château est un château du Moyen-Âge que Colbert modernise, mais en réalité on voit bien que c'est pas le château de Colbert, c'est un château Colbert, il habite à Sceaux et c'est le château qui le rapproche du roi. Voilà. Ça, c'est un petit tableau autour de Mathieu le Nain, les enfants à leurs ouvrages qu'on a pu acheter il y a 3 ans, près d'un marchand, un tableau Ravalé à Drouot, donc un tableau très touchant que le public aime beaucoup, des enfants. Alors, c'est très genré le XVIIe siècle, hein. Les garçons font leurs devoirs, les filles font de la broderie. Hein. Ça, on ne peut rien faire contre ça. Mais voilà, un tableau très, très touchant. Une grande galerie sur les savoir-faire, les tapisseries, le mobilier, les manufactures, la bougie, la cire... la faïence, etc. Et puis je vous disais, on va remonter un appartement complet, donc on a restitué un appartement avec une distribution idéale, antichambre, chambre, cabinet, garde-robe, etc. Avec des boiseries du musée Carnavalet. Là, l'image n'est pas très belle, mais il y aura donc des boiseries anciennes qui ont été démolies dans une maison qu'Haussmann avait abattue en 1867, et ça ne nous rajeunit pas, et ça n'a jamais été remonté. C'est une chambre à alcôve avec des boiseries peintes, comme vous en avez par exemple au Viennet, dans les salles françaises. Voilà, peinture française du XVIIe siècle, ça c'était un Jacques Blanchard, un panneau de décor d'un hôtel particulier qui a été détruit, mais on connaît que 2 panneaux et demi, alors avis aux amateurs, il y en a d'autres qui sans doute surgiront, de Jacques Blanchard qui s'essaye au grand décor mythologique, hein, c'est pas le Blanchard des Vierges à l'enfant dont vous avez peut-être l'habitude. Un petit oratoire qui nous permet de revenir à la question religieuse, mais là sous l'aspect de l'angle de la dévotion privée. Donc avec des petits tableaux, là c'est beaucoup des tableaux de la collection Rosenberg, car M. Rosenberg a de très très beaux tableaux religieux de petits ou de moyens formats. Donc là on a un voyage dans la peinture française, du début 17e, en passant par Stella jusqu'au Grand Mignard qu'on a acheté ici, qui est un Christ, un Ecce Homo, un très beau crucifix en ivoire de Simon Jaillot, le sculpteur d'Ivoire. Et puis on a la chance d'avoir un mécène qui nous a... Qui a fait un coup assez extraordinaire. Il a acheté à Londres, pour nous, un tableau de Nicolas Poussin. Voilà. Il n'y avait pas de Poussin dans la donation Rosenberg, parce que c'est des prix, évidemment, qui sont un tout petit peu loin de nous. Mais là, il y avait un petit panneau sur bois, peint à Rome et envoyé à un de ses protecteurs Chanteloup à Paris. Mais là, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, c'est une vraie question. Poussin, que j'essaie de défendre, il a vécu toute sa vie à Rome, en fait, sauf, oui, pour ainsi dire. Est-ce que c'est un peintre français?
ou est-ce que c'est un peintre italien? Alors c'est une grande querelle qui a divisé l'histoire de l'art pendant jusqu'à ces dernières années. Et c'est pas facile de répondre parce qu'évidemment, il aimait bien plus Rome que Paris que vous défendez. Et s'il était beaucoup plus à son aise à Rome, qui à l'époque, par rapport à Paris, était quand même une capitale culturelle d'une autre dimension, indéniablement. Donc, mettre Poussin au centre du musée du Grand Siècle, c'est un peu compliqué puisque est-ce qu'il n'est pas italien? Alors je crois que le débat maintenant s'est apaisé et qu'on considère tout simplement Poussin comme un peintre français. Il était d'ailleurs lui-même un peu chauvin, il faut reconnaître. Donc comme un peintre français, comme d'ailleurs nous tous sommes prêts à accepter l'idée que Picasso, qui a vécu toute sa vie en France, est un peintre espagnol. Et longtemps, en fait, on a peut-être eu la tendance en France même de vouloir faire de Picasso un peintre espagnol. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, personne ne le dit. Donc c'est une idée difficile d'inclure Poussin dans le musée, et moi j'y tiens beaucoup, bien sûr, dans la mesure où la dimension française limite un petit peu quand même, oui, pour lui quand même, les 2 années qu'il passe à Paris, bien qu'il soit richement rétribué, sont certainement les années les moins heureuses de sa vie. Voilà. On tombe sur le problème de la Grande Galerie que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors oui, ceci dit, vous avez compris que le musée est un musée de civilisation. J'en veux un peu à Alexandre, qui ne soit pas encore allé voir le musée de Lyon, qui est un musée, à mon avis, qui est assez comparable, pas le musée des Beaux-Arts, bien entendu, le musée qui correspond un petit peu à vos idées sur... oui, mais vous avez aussi compris, et je trouve que c'est tout à fait normal, et j'insiste sur ce point, que le musée du Grand Siècle, c'est en fait, il ne s'appellera pas comme ça, je pense tout de suite, c'est le musée d'Alexandre Gadi. Si, c'est le musée d'Alexandre Gadi, et c'est normal. Et il a d'ailleurs lui-même, vous avez vous-même dit tout à l'heure que votre successeur peut-être modifiera certains points de votre... C'est la vie des musées. Les expositions durent 3 mois, les présentations dans les salles des musées durent au maximum 30 ans. C'est normal, c'est normal. Et plus, non, le vrai miracle de tout ça, c'est que ce projet, qui est, comme vous l'avez vu, extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, extrêmement neuf, en un certain sens, suppose à la fois quelqu'un qui le construit complètement et qui en même temps, quand vous héritez d'un musée, vous pouvez modifier des choses dans les salles. Là, il ne s'agit pas de modifier quoi que ce soit, il s'agit de créer quelque chose, ce qui rend la tâche encore beaucoup plus difficile. Alors moi, je suis surpris qu'il y ait eu un universitaire qui se soit lancé dans cette aventure. Vous voyez le peu d'estime que j'ai pour à tort pour les universitaires. Et voilà, donc, si vous voulez, moi je me réjouis que le musée s'appelle le musée du Grand Siècle en attendant qu'il porte votre nom. Mais je suis là devant vous, mais il y a toute une équipe derrière moi, il y a un conseil scientifique, il y a un comité d'acquisition, il y a beaucoup de gens, et puis il y a beaucoup d'amitié autour de M. Rosenberg qui est venu vers nous, cette amitié. Je parlais des dépôts des musées. Si j'étais venu tout seul avec mes petites chaussures et ma petite cravate pour dire donnez-moi des tableaux, il ne serait rien passé, mais tout le monde avait envie d'aider l'aventure. C'est combien de personnes maintenant? Aujourd'hui, on est... alors, si je ne compte pas les stagiaires, on est 15. Avec les stagiaires, les apprentis, on est une vingtaine. Et chaque année, on recrute pour former une équipe qui sera une équipe cible de 32 collaborateurs, sachant que ce chiffre ne donne pas lieu à la comptabilité des gardiens et de la sécurité. C'est vraiment 32 personnes qui sont dans le métier de musée, que ce soit la régie des œuvres, la conservation et le centre de recherche qu'on a cité, et la médiation, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a en ce moment 2 personnes qui sont en train de faire l'inventaire de la bibliothèque, qui sont chez moi en permanence. Il y a une personne qui numérise la documentation. J'espère que son exemple portera ses fruits et que le Louvre numérisera sa documentation. Donc tout ça se met en place, et c'est vrai, on voit les choses prendre forme, si vous voulez, et prendre forme, c'est très bien. Oui. C'est par conséquent très bien que ce genre de conférence montre un peu ce que vous voulez réaliser et en quoi ce projet ne double pas le Louvre, ce qui est complètement impossible, ne double pas non plus Versailles, qui en principe a des objectifs très différents. Le Louvre, en principe, c'est la qualité des œuvres. Versailles, c'est plus l'iconographie des œuvres qui devrait l'emporter. Mais que ce musée peut prendre place, peut occuper une place qui est restée libre, celle justement d'un musée de société, à un moment où, en effet, plus personne ne sait très bien comment ça se passait au XVIIe. À la condition, évidemment, que ça, c'est un écueil très grave que vous avez évoqué à plusieurs reprises,
d'éviter le reproche de chauvinisme qui existe. Je rappelle qu'il y avait eu une discussion au Louvre très lourde pour savoir si on mettait la peinture française dans la Grande Galerie ou dans les salles du haut, et qu'une des raisons qui a fait que la peinture française n'est pas dans la Grande Galerie, c'est parce que nous avions craint d'être accusés de chauvinisme. Et je voudrais aussi vous reprendre sur l'affaire des escaliers, car c'est absolument volontaire de la part de Piano et de Rogers d'avoir voulu des escaliers, et non pas de grands escaliers à la 19e. C'était volontairement qu'ils ont choisi ce... Non, je parle du Louvre. Oui, pardon, ça c'est une grande confusion. C'est volontaire de la part de Paye d'avoir voulu prendre le contre-pied de ces musées du 19e siècle qui avaient donné l'impression d'avoir passé leur temps. Et ce côté minimaliste de l'entrée du Louvre est absolument volontaire. Et on comprend en un certain sens. Et l'idée, c'était aussi, évidemment, mais ça s'avérait assez faux, de rapprocher au maximum le public des œuvres. Et ça, malheureusement, elles sont assez loin. Enfin, voilà. Mais voilà. On peut peut-être rester sur cette œuvre. Alors, de manière très jésuite, sera dans une salle qui s'appelle Paris-Rome. Et pas dans l'oratoire. Et peut-être rester sur... C'est pas un secret de dire que vous aussi, vous avez un petit faible pour Rome. Oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, voilà, on peut rester sur cette image et peut-être ouvrir la séquence des questions, parce qu'on a parlé longtemps, il est 19h55, et peut-être ce serait intéressant que tout le monde puisse s'exprimer. Qu'il y ait au moins quelques questions, histoire d'approfondir quelques points, mais nous tenons à vous remercier très très chaleureusement de nouveau, à défaut de se répéter, pour cette présentation très enthousiaste, passionnée, et surtout vous avez vraiment nourri notre curiosité à l'égard de ce grand siècle. On est tous là un petit peu pour ça, mais aussi nourri notre impatience. Donc là, à quand la date d'ouverture, à quand la découverte et des chefs-d'œuvre et du lieu architectural? Parce que c'est vrai que j'ai eu la possibilité de visiter les fouilles. Il y a eu des visites organisées l'année dernière, un samedi matin à 8h sous la pluie. C'est vrai que le lieu n'était pas très attractif, et les images de synthèse ont tout de suite un petit peu égayé la matinée, si je puis dire, et on avait véritablement hâte de pouvoir voir ce lieu de vie, ce lieu de transmission. Et bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je vais laisser la parole au public. Mais vraiment, ce qui ressort à mon sens de vos présentations, c'est la volonté de transmission d'une collection dans un premier temps, d'un savoir, et également évidemment d'une passion, cette passion pour l'art qui nous regroupe un petit peu tous, aussi bien Monsieur Rosenberg que vous, Monsieur Gady. Donc, nourrissons et entretenons cette passion pour le 17e, et je pense que le nom du grand siècle est formidable. 17e, musée du 17e, on aurait dû spécifier français en plus, donc ça alourdissait un petit peu le propos. Mais donc, défendons notre grand siècle, et puis il n'y a pas que Louis XIV, c'est vrai, Henri IV et Louis XIII ont droit d'être mis en lumière. Oui, ils sont des bons garçons. Je m'aperçois donc que j'ai mal fait mon travail, parce que je ne vous ai pas donné la date d'ouverture. C'est quand même une information importante. Voilà, je suis fatigué par une longue journée de travail. En fait, Dieu voulant, si j'ose dire dans cette maison, décembre 26. Voilà. Donc il reste moins de 3 ans, et nous avons l'impression d'être un surfeur à Los Angeles face à l'océan, avec une énorme vague qui arrive, et tout d'un coup de découvrir que notre planche de surf est toute petite. Voilà. Donc, c'est une angoisse métaphysique, mais aussi une très grande excitation de pouvoir avoir la chance de faire ce projet. J'ai pas dit, il y a des moyens dans les Hauts-de-Seine, bien sûr, hein, mais il y a aussi, et ça je voudrais le dire, un immense respect du politique. Je le dis d'autant plus fortement, même si ça peut paraître bizarre, parce que c'est mes patrons, que ce n'est pas toujours le cas dans les collectivités territoriales, et qu'il y a malheureusement dans des collectivités des hommes politiques qui se prennent pour des historiens d'art, qui interviennent sur les affiches des expos, qui interviennent sur le titre des expos, et quelquefois sur le contenu des expos. C'est monnaie courante, d'après ce qu'on croit entendre de nos collègues. Et alors je dois dire que dans les Hauts-de-Seine, ça n'existe pas. Il y a une confiance qui est faite aux savants, chacun son métier. Et ça, je dois dire que travailler avec des moyens et la confiance, ça devrait être la normale, en fait. Et je mesure à quel point nous vivons aussi quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, je voudrais le dire, parce que vraiment, c'est une chance, hein, et surtout avec un sujet aussi compliqué. Hein. On aurait pu avoir des gens qui avaient envie d'intervenir sur des points précis. Jamais. Voilà. Mais vous allez nous donner envie de quitter l'ICP pour venir travailler avec vous. Attention, le milieu universitaire va disparaître. Alors, on va vous laisser la parole, et donc vous laissez poser vos questions à messieurs Rosenberg et Gady. Ça fonctionne.
Bonjour, Josette Saint-Martin. Je voudrais poser une question qui est tout à fait matérielle, mais qui touchera à la conservation des œuvres. Quel problème pose la proximité avec la Seine et les crues éventuelles? Comment ça a été pris en compte? C'est une très bonne question qui a été effectivement au cœur des débats que nous avons pu avoir avec les architectes. En fait, l'eau à Saint-Cloud, elle est déjà là avant même que la Seine ait bougé d'un millimètre, parce qu'il y a des eaux de ruissellement très importantes de la colline. Dans le parc, notamment, on le savait par nos collègues du Centre des Monuments Nationaux, du CMN, il y a beaucoup d'eau dans les sous-sols des pavillons, par exemple des gardiens, etc. Donc c'est pour ça que l'armée avait construit cette caserne sur un socle de terre de 6 mètres de haut au-dessus du parc, et sans aucune excavation. Il n'y a pas de cave, le bâtiment est posé directement sur ses fondations. Donc nous avons creusé un sous-sol logistique avec des murs, une berlinoise, enfin tout ce qui est fait comme au Louvre d'ailleurs. Sauf que l'eau de la Seine est moins présente parce qu'elle est beaucoup plus loin. On a un tunnel du tramway qui peut faire vraiment déversoir. Et il faut que la Seine monte 6 mètres jusqu'à la route, puis de la route 25 mètres jusqu'à nous, puis à nouveau 6 mètres de haut avant d'entrer chez nous. Donc on a considéré, on a un temps de prévention qui est de 72 heures quand les capteurs ne sont pas défectueux, comme ça s'est produit la dernière fois qu'il y a eu une crue à Paris, où on pensait que c'était tant de centimètres, et puis c'était le double parce que le capteur qui était en amont n'avait pas fonctionné. Et donc on a mis l'essentiel des réserves dans les étages. Voilà. Et dans les sous-sols, il y a des réserves de choses qui ne sont pas fragiles, et il y a des locaux techniques, et notamment tous les locaux de climatisation, qui sont des locaux qui dévorent l'espace, on appelle la CTA, et qui sont des locaux techniques qui craignent l'eau, mais enfin, on s'en moque par rapport à la peinture et aux arts. Voilà. Donc, c'est une donnée qui a été prise en compte, évidemment. Il y a un plan de prévention des risques, bien sûr. La préfecture de police donne son avis sur tout ce qu'on fait, aussi sur le plan de la sécurité, l'arrivée des camions, etc. Donc, voilà. C'est pris en compte, et normalement, on devrait à peu près s'en sortir. Bonsoir. Est-ce que vous avez été confronté, donc, dans la constitution du musée, à des enjeux dans votre propre milieu en histoire de l'art qui auraient pu complexifier la tâche que vous avez réalisée? J'ai pas compris quels enjeux? Des enjeux dans le milieu de l'histoire de l'art sur la conservation des œuvres et notamment sur les transferts qui ont eu lieu pour le futur musée. Vous voulez parler des dépôts, des œuvres qui sont mises en dépôt? Oui. Alors en fait, nous, on n'a rien inventé, on applique les règles qui sont les... Alors je ne l'ai pas dit aussi peut-être, mais c'est plus technique, mais vous savez qu'il y a dans les musées, il y a des degrés et des grades, et le grade de général en chef, ça s'appelle les musées de France. Et donc là, c'est la loi de 2002, et donc quand vous êtes musée de France, vous avez des droits et des devoirs qui sont assez listés, et notamment dans les devoirs, il y a d'avoir une équipe scientifique, de faire des expositions, de parler à tous les publics, etc. Et donc nous sommes musée de France depuis 2022. C'était une des conditions de la donation de M. Rosenberg, c'était qu'il fallait qu'on devienne musée de France. Et donc quand vous êtes musée de France, vous appliquez un certain nombre de protocoles sous la surveillance du ministère de la Culture, en l'occurrence la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc, évidemment, tout ce qui touche aux acquisitions et aux restaurations, au dépôt des œuvres d'autres musées, tout ça est sous un contrôle scientifique et technique de A à Z, de clou à clou, si j'ose dire. Voilà. Donc, on le prend en compte. On a une régie des œuvres qui est très importante au cœur du musée. La régie des œuvres, c'est ce qui fait vivre le musée. Quand il faut décrocher un tableau de 4 mètres sur 4, s'il n'y a pas de régie des œuvres, vous décrochez rien du tout. Vous pouvez décrocher des petits tableaux comme celui-là, qui est grand comme une feuille A4, mais ça, vous ne pouvez pas bouger des œuvres. Donc la régie des œuvres est centrale dans notre réflexion et dans notre vie. Et on est accompagné par une excellente responsable de la régie qu'on a débauchée d'un grand musée de l'État et qui fait un travail formidable. Voilà. Parce qu'il y a aussi le travail de déménagement anticipé, la collection Rosenberg, conservée dans Paris, la collection du Petit Château de Sceaux qu'il va falloir transporter, bien sûr. Quand le Petit Château de Sceaux va fermer en 2026, on va s'en aller à Saint-Cloud. Alors les gens de Sceaux sont très tristes parce qu'ils nous aiment beaucoup. La ville de Sceaux, c'est une ville très culture, donc on a plein d'amis à Sceaux. Il y a des collectionneurs à Sceaux, des historiens d'art, à Sceaux même des historiennes de l'art. Et donc on est très heureux à Sceaux, mais on part à Saint-Cloud, c'est pas la même partie. Et donc tout ça, ce déménagement-là, toute la projection jusqu'à l'accrochage, tout ça, c'est devant nous comme un grand programme de travail, bien sûr, en 2026. Le moment du déménagement sera un moment assez extraordinaire, quand le bâtiment vide verra arriver toutes les œuvres selon les plans qu'on a rêvés pour l'instant informatiquement, et puis après la réalité s'imposera à nous. Vous le savez si vous avez fait
dans votre vie des expositions, on fait des dessins sur les murs de l'accrochage et puis quand les œuvres arrivent, on le change parce que ça colle pas, les formats, les couleurs, les cadres, on n'avait pas pensé, bon voilà. Et donc on attend aussi ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Ouais. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la présentation. Et je me demandais, lors de la conception du musée, est-ce que vous avez pris en compte la possibilité d'une évolution, telle que l'évolution des collections ou même du musée en soi? Oui, c'était même une des données du concours, la très grande flexibilité. Par exemple, les salles du musée aujourd'hui dessinent un parcours en 23 espaces. Mais il n'y a pas de mur porteur, ou très peu. C'est-à-dire que demain, on peut allonger une salle ou la diminuer, on peut modifier un certain nombre d'accrochages, on peut ajouter ou enlever des vitrines. Il n'y a pas de choses... il y a quelques points durs et structurants. Mais l'idée, c'était de rester quand même ouvert à des modifications. Je vous donne un exemple dans une partie que je n'ai pas montrée parce que les images ne sont pas vraiment abouties, qui est la partie où il y aura le cabinet des collectionneurs de M. Rosenberg, où on verra une sorte d'appartement reconstitué, où on se promènera dans des pièces avec un accrochage un peu dense. Il y a une partie qui est restée en blanc à la demande de la maîtrise d'ouvrage et parce qu'on attend d'autres collectionneurs. C'est pour ça que ce n'est pas le cabinet du collectionneur, mais le cabinet des collectionneurs. Et donc là, on a dit aux architectes, pour l'instant, on a une donation. Il y en a une deuxième qui s'est présentée, mais qui n'est pas encore achevée de négocier sur le plan juridique. Et donc, on a dit aux architectes, laissez des espaces vides en blanc. Alors, ils nous ont dit, c'est curieux, vous ne voulez pas qu'on vous aménage ça? On n'en sait rien. Est-ce qu'on va nous donner des tableaux? Est-ce qu'on va nous donner des meubles? Est-ce qu'on va nous donner des sculptures? Et donc, il y a une partie totalement évolutive dans le cabinet des collectionneurs. Après, pour être complètement honnête avec vous, il faut dire qu'on a quand même beaucoup rempli le bâtiment et qu'aujourd'hui, par exemple, dans le pavillon des officiers, voilà, si on nous donnait demain une deuxième collection de 3500 dessins, je ne sais pas si c'est possible, on serait peut-être un tout petit peu gêné aux entournures pour la rentrée. On trouverait sans doute la solution, mais là tel qu'on voit aujourd'hui les choses, c'est déjà plein. Voilà. Donc il y aura des évolutions possibles, sans aucun doute. Par exemple, un certain nombre de tableaux qui seront en dépôt, progressivement on les rendra quand on aura acheté l'œuvre qui correspond à peu près au même discours, vous voyez. Je ne prends pas la comparaison du Louvre Abu Dhabi, mais c'est un peu le même principe. Au Louvre Abu Dhabi, les musées français ont prêté des œuvres pendant X années, puis progressivement, les Émiriens achètent une œuvre qui remplace, voilà, et on récupère notre tableau en France. Donc voilà, on fera certainement aussi cette gymnastique de remplacer progressivement un certain nombre de dépôts par des acquisitions. Donc ça reposera des questions d'accrochage, mais encore une fois, il y a une certaine souplesse, à la fois aussi dans le système d'aération des salles, dans le système d'éclairage, qui fait qu'on aura cette faculté de faire bouger dans le cadre. Voilà. Bonjour, je voudrais juste savoir, dans la démarche de conception d'un musée aussi important que le vôtre, dans les travaux, le déplacement des œuvres, quelle a été la problématique de l'empreinte carbone et peut-être de limiter cette empreinte carbone? Alors ça, c'est un des nouveaux questionnements dans les musées. Alors d'abord, il y avait dans le concours d'architecture des exigences qui avaient été indiquées par le département des Hauts-de-Seine, qui avait fait moi j'ai fait la partie programmatique de l'architecture, qui était un peu ma partie où j'avais sans doute la valeur ajoutée la plus grande, plus que dans Poussin. Mais pour cette partie spécifique de l'empreinte carbone, c'était une exigence des services techniques du département, parce que le président du département de Hauts-de-Seine porte une politique très active dans ce domaine, qui n'est pas une politique droite-gauche, mais une politique de bon sens. Voilà. Et donc le projet de Faya Bâtiment Ricciotti était le meilleur projet pour tout ce qui était lié à l'environnement, que ce soit l'eau, les arbres, le traitement des déchets. Si vous allez sur le chantier aujourd'hui, ce n'est pas autorisé officiellement, mais moi j'y vais toutes les semaines, je suis frappé, c'est un chantier, je ne dirais pas qu'on mange par terre, mais c'est extrêmement bien tenu, c'est très propre, tous les matériaux sont triés par séquence, on ne jette pas la pierre avec l'alu, on ne jette pas l'alu avec le PVC, il y a vraiment, c'est extraordinairement tenu, et il y a cet effort qui est fait de recyclage de tout ce qui peut être recyclé. Ensuite, vous posez une question plus large, qui est une question qui se pose dans les musées aujourd'hui. Est-ce qu'on fait des expos de 3 mois, comme on fait depuis 40 ans? Et puis au bout de 3 mois, on jette toutes les vitrines, on jette tous les panneaux, et puis on recommence. Alors ça, c'est plus la politique aujourd'hui pour une raison qui n'est pas celle de la planète, mais qui est celle des finances publiques. Hein. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire des expos qui durent plus longtemps. 3 mois, c'est vrai que c'est court. Dans une offre culturelle comme Paris, combien de fois vous vous êtes dit j'ai raté l'expo et vous y allez le dernier jour et vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a trop de monde? Parce que 3 mois, ça passe à une vitesse folle.
Et donc aujourd'hui, on fait des expos à 5-6 mois, sauf quand c'est des expos de dessin, évidemment, parce que là, ça pose un problème de conservation des œuvres. Donc il y a 7. Et puis on a intégré une réserve pour le matériel d'exposition. Par exemple, les cimaises, les panneaux, au lieu de les jeter, on les garde. On les stocke sur place, à côté de la salle d'exposition. Il y a une immense salle qui est grande comme ça, où on range progressivement les choses pour les recycler. Alors on repeint par-dessus, on les recoupe éventuellement dans un atelier de menuiserie, mais on ne jette pas systématiquement. Ça, c'est la nouvelle culture des musées qui va se mettre en place et qui est une nécessité absolue si on veut arrêter de produire sans cesse des déchets alors qu'on peut conserver. Quand vous avez du médium bio, vous pouvez le recycler plutôt que de le balancer, évidemment. Même chose pour les vitrines, même chose pour les grands panneaux. Donc on essaye, voilà, on a anticipé ça. Dans le plan, par exemple, de ce sous-sol logistique dont je parlais, il y a une pièce dévolue à cette question du stockage des éléments d'exposition pour éviter le gaspillage, en fait. C'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on est assez vertueux de ce point de vue-là. Voilà. Et je parlais des écrans, moins il y a d'écrans, moins vous consommez des... Parce que c'est bien gentil de dire qu'il y a des écrans, mais les écrans, ça consomme énormément d'énergie électrique. Alors elle est décarbonée si c'est nucléaire, mais en général, c'est pas si simple que ça. Oui, bonsoir. Merci beaucoup à vous deux. Moi, dans le cadre d'un travail collectif, je voulais savoir si vous travaillez avec l'OPIC et est-ce que vous travaillez avec des ACMH, architecte en chef des monuments historiques, et si oui, comment se déroule cette collaboration collective sur le chantier? Alors voilà une question bien pointue. L'OPIC, c'est l'opérateur des travaux du ministère de la Culture. Donc l'OPIC n'intervient pas chez nous tout simplement parce que nous, c'est une propriété départementale et un monument appartenant à une collectivité locale. Donc l'OPIC ne travaille que pour l'État. Donc on n'a pas eu affaire à l'OPIC. Nous avons une direction des bâtiments qui sont des techniciens, et puis nous avons donc l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été sélectionnée par le concours. Alors dans le concours, nous avions demandé plusieurs compétences. Nous avions demandé la compétence architecte, évidemment. Nous avions demandé la compétence scénographe. Nous avions demandé la compétence paysagiste pour aménager les espaces libérés par la destruction des bâtiments parasites. Et nous avions ajouté une 4e dimension qui était un architecte du patrimoine. Alors si vous connaissez un peu la distinction. Alors, architecte du patrimoine, c'est un élève qui a fait l'école de Chaillot, après ses 5 ans d'études. Moi, j'enseigne à Chaillot, donc je les vois tous passer. Mais ils peuvent intervenir sur du patrimoine protégé ou pas, sauf sur du monument historique classé. Là, il faut 10 ans d'expérience. Bon, nous, on n'avait aucune protection. Donc, j'avais mis architecte du patrimoine en espérant qu'il y aurait un jeune chaillotin qui aurait sa chance. À mon avis, à raison, les 3 groupements concurrents ont choisi d'intégrer un architecte en chef à l'intérieur de leur processus, parce qu'ils se sont dit, avec beaucoup d'intelligence, quand on va toucher la bordure du parc classé monument historique de Saint-Cloud, on va tomber dans un domaine MH où il y aura un en-chef. Il y a un en-chef territorialement compétent, qui est Michel Trubert. Et donc, chaque groupement a choisi un en-chef. Donc, nous avons un architecte en chef qui va restaurer les façades, les toitures, le second œuvre, comme si c'était des monuments historiques, que ça n'est pas. Mais là, il intervient, voilà. Et puis, à l'interface avec son collègue du parc de Saint-Cloud, qui est classé, là, ça fluidifie évidemment les rapports, parce qu'ils sont du même corps de fonctionnaires. Pour vous donner une idée des passionnantes réunions que nous avons, le mur de séparation entre la caserne et le parc, il est mitoyen sur le plan foncier, il est mitoyen sur le plan monument historique. Seule la moitié extérieure est classée. Je vous laisse deviner les bonheurs administratifs que nous vivons sur ce simple point. C'est des heures et des heures de réunions avec la DRAC. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient passionnantes. J'avais une question par rapport, peut-être je m'avance un peu trop et c'est peut-être un peu trop tôt, mais par rapport aux programmations d'expositions temporaires et plus de contact avec le public. Est-ce que vous avez déjà des pistes ou des choses de prévues, même si c'est vrai que décembre 2026 c'est encore assez loin et je pense que vous avez énormément de choses à faire. Non, c'est pas loin du tout 2026. Alors on a un gros service de la médiation qui travaille, et c'est l'intérêt aussi du petit château de Sceaux, c'est qu'on peut faire au petit château de Sceaux une sorte de séance brouillon entraînement. Donc depuis qu'on a ouvert Sceaux en 2021, on propose au public des choses. On voit ce qui marche pas. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir le retour. On a fait un livre d'or numérique, on sait exactement ce que pensent les gens dans la minute. Des choses qu'ils trouvent intéressantes, d'autres. Je vous donne un exemple. On n'avait pas mis de cartel au début, on s'était dit on va pas mettre de cartel pour garder ce côté un peu collection, maison privée, voilà, dans ce petit château qui est grand comme cette pièce. Hein. Et donc on n'avait pas mis de cartel, on avait donné un livret très développé. Parce que je me souvenais que M. Rosenberg m'avait expliqué un jour que lire et voir, c'était 2 activités différentes du cerveau, et que quand on est collé au cartel qui est écrit toujours trop petit,
les deux réflexions dans tous les musées du monde, c'est les cartels sont écrits trop petits, il n'y a pas assez de toilettes. Ça, c'est les deux points forts des musées. Et donc, vous regardez le cartel, vous ne regardez pas le tableau. Donc, j'avais trouvé cette lumineuse réflexion du maître. Et donc, je m'étais dit, avec le petit livret, ils pourront se mettre à 2-3 mètres du tableau, ils liront la notice et ils sauront tout. Résultat des courses, insultés par le public, on veut des cartels. Et quand on leur disait, vous avez le livret, oui, on l'a pris, ils le mettaient dans leur poche et ils voulaient le cartel. Bon, voilà. Donc, on n'est pas plus fort que le public. Donc, on a mis des cartels. Voilà. Deuxième coup, on a mis des cartels. Donc voilà, je prends un peu un exemple caricatural, mais on a fait déjà toute une programmation. Donc on fait la nuit des musées, là on vient de faire la science, ce livre qui est une manifestation du département sur la science dans les musées. On fait bien sûr la journée du patrimoine, on fait bien sûr la fête de la musique, avec des animations, théâtre, musique. Là il y a les Jeux olympiques, donc les olympiades culturelles, de l'escrime, du jeu de paume, de l'équitation, enfin on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de handball, mais voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de tester toutes les formules. On commence à travailler avec les écoles, de l'académie évidemment qui nous entoure. On travaille avec des étudiants déjà qui viennent au centre de recherche, les étudiants de Nanterre, il y a un cycle de séminaires qui est mis en place depuis maintenant déjà 3 ans. Donc voilà, on commence d'habituer le public à venir nous voir et nous à réfléchir à ce qu'on peut lui proposer. Donc il y a aussi des choses pour 2026. Alors là où je ne peux vraiment pas répondre, je vais faire comme les hommes politiques, je ne peux pas répondre, c'est sur l'exposition inaugurale. Alors il y aura des grandes expos annuelles et sur l'exposition inaugurale, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'elle n'aura pas lieu en même temps que l'ouverture, parce qu'on a considéré que l'ouverture serait un événement assez important en soi, pour ne pas en plus ajouter une exposition que les gens n'auront pas sans doute l'occasion de voir. Donc l'expo inaugurale, c'est septembre 27. Maintenant, il y a un grand débat au sein de l'équipe et avec le donateur pour savoir quel sera le sujet de l'expo inaugurale. Et comme on n'a pas tranché et que le président Siffredi n'est pas au courant, je ne peux pas vous donner, mais voilà, il va y avoir une grande expo inaugurale en septembre 27, évidemment. Voilà. Encore une question. Alors, la collection des animaux de verre, me souffle ma voisine, elle sera bien présentée dans le cabinet des collectionneurs, dans l'appartement reconstitué de M. Rodambert, et on les verra comme chez lui, avec les tableaux autour, et dans un grand mélange qu'on adore. Les animaux de verre de Murano seront bien présents. Ils auront une place dédiée, une salle dédiée, puis ils seront dans plusieurs autres salles. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de votre présentation. Une petite question sur le lieu, puisque vous vous installez juste à côté d'un monument disparu, l'ancien château de Saint-Cloud. Est-ce qu'il y aura dans le musée un écho justement à ce monument ? C'est une très bonne question. Quand on a créé le projet, j'ai été voir un certain nombre de gens, dont Philippe Bellaval, le patron du Centre des Monuments Nationaux, qui est un vieil ami, et c'est avec lui que j'ai négocié les portes qu'on ouvre sur le parc. Et il m'a dit, tu veux pas faire le musée du château de Saint-Cloud, parce que nous, on n'y arrivera jamais, il n'y a plus le château, il y a une petite salle, la Société des Amis du Parc a fait quelque chose, mais c'est un petit peu court. Et j'étais embarrassé par cette proposition, parce qu'en fait, je veux pas mélanger les genres. Nous, on est la caserne du château, et j'avais peur de rajouter des choses sur Saint-Cloud. Alors, Saint-Cloud est présent par le frère du roi, par des tableaux comme celui que je vous ai montré, où on voit le parc, etc. Mais on ne va pas raconter l'histoire du château de Saint-Cloud, qui, à mon sens, doit être fait par le CMN sur place. C'est chez eux que ça doit se faire. Il y a donc des échos, bien sûr, le frère du roi, on est quand même dans un parc de l'Enau, donc on ne va pas se priver d'évoquer cette question, hein. Mais il faut que le CMN la fasse le travail, c'est compliqué, donc là je sais qu'ils ont des projets en cours pour essayer de créer quelque chose chez eux. En revanche, on a eu plutôt l'idée de faire cette salle sur l'histoire de notre site avec les fouilles archéologiques, parce que ça raconte quand même un peu l'histoire de Saint-Cloud. Voilà. Parce qu'ils sont remontés, je vous ai dit, vraiment directement au néolithique, et on aura certainement un certain nombre de choses qui racontent la vie. Notamment, on a trouvé un manoir carolingien, donc on peut penser que voilà, Clodoald, la villégiature, c'est très très tôt dans l'histoire de Saint-Cloud. Donc ça, ce sera évoqué comme une salle d'histoire du site, mais le château reste un peu au bord. Et aussi, il y a une confusion qui va jusqu'à, vous le savez, des gens qui militent pour la reconstruction du château de Saint-Cloud. Alors là, je viens d'avoir un accrochage sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même histoire, mais moi, je suis rigoureusement hostile à ça, hein. Il n'y a plus d'argent, on s'occupe du patrimoine existant, c'est déjà un gros travail. Et reconstruire, c'est des chimères d'enfants, en fait, hein. On peut faire du 3D aujourd'hui si on a envie de se promener dans Saint-Cloud, mais il n'y a pas besoin d'être reconstruit. Et donc voilà, il y a aussi ce problème de mise à distance. Voilà. Donc Saint-Cloud, ça fait partie du discours, mais ce n'est qu'une toute petite partie de notre approche. Voilà. Une dernière question, peut-être ?
Non, mais bien, je pense qu'on peut applaudir de nouveau nos intervenants. Et n'oubliez pas la prochaine session, donc la prochaine séance, le 20 mars. On parlera Italie. Monsieur Rosenberg, vous êtes le bienvenu, évidemment. Monsieur Gadier également. On parlera Italie, on parlera Titien. Le mercredi, je crois que c'est un mercredi 20 mars. Donc les inscriptions sur le site à l'identique.